Takuto était un garçon en phase terminale, qui s'est réincarné dans le monde de son jeu préféré. Après sa mort, aux côtés de son personnage de jeu préféré, alors qu'ils décident tous les deux de bâtir un empire. Ensemble, exactement comme ils l'ont fait dans le jeu. Ils n'ont aucune idée que Takuto a été ressuscité, en tant que le légendaire roi de la ruine, qui détruira le monde afin qu'il puisse renaître. Takuto est un garçon en phase terminale, qui passe la plupart de son temps à jouer à un jeu de civilisation, de stratégie de construction, appelé Eternal Nation. Un jour, alors qu'il recommence le jeu, après avoir tout accompli, il s'éteint doucement. Il a l'impression de s'enfoncer dans l'obscurité. Et quand il ouvre les yeux, il se retrouve assis sur un trône de pierre, au milieu d'une forêt. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais alors, une silhouette familière apparaît devant lui. Takuto reconnaît immédiatement la femme comme étant Ateu, la sorcière de la boue qui était son personnage préféré, du jeu Eternal Nation. Il se souvient comment il a décidé de jouer à Eternal Nation, au niveau le plus difficile, en choisissant le royaume de la ruine et du mal, Minagra, comme point de départ. Heureusement, il était accompagné d'Ateu, un personnage incroyablement faible au début. Mais elle absorbe les capacités des ennemis, qu'elle vainc et devient la plus forte. À la fin, Ateu appelle Takuto son roi. Et il se demande si c'est une sorte de jeu de rôle auquel il doit participer. Cependant, Ateu lui dit qu'il n'a pas besoin d'y réfléchir autant, car elle sait déjà tout. Il connaît son nom, ainsi que le fait qu'il n'a jamais touché l'herbe de sa vie. Il était le pro parmi les pros, qui a terminé le jeu en difficulté cauchemar, avec la civilisation la plus complexe. Takuto est étonné d'entendre que elle sait qu'il est un joueur, et qu'elle est un personnage dans le jeu. Et Ateu lui dit qu'elle se souvient de toutes leurs parties. Il connaît aussi son style de jeu, ainsi que toutes les choses qu'il lui a dites, à travers l'écran, et toutes les fois où il s'est soulagé en son nom. Takuto est incroyablement heureux, en réalisant qu'il peut parler à son personnage préféré, en face à face, et Ateu lui dit qu'elle est encore plus heureuse. Il lui demande alors si c'est le paradis, et si elle l'a invoqué à cet endroit. Mais Ateu lui dit qu'elle a été invoquée à cet endroit, aussi. Quant à l'endroit, elle a l'impression que c'est comme le monde des nations éternelles. Elle s'agenouille alors rapidement devant Takuto, et lui prend la main, disant que puisqu'ils sont ici ensemble, peu importe le genre d'endroit que c'est. Elle dit qu'ils devraient faire équipe à nouveau, et construire une civilisation juste pour eux deux. Takuto ne sait même pas quoi dire, tandis qu'Ateu le tire de son trône, lui disant qu'ils ont conquis le monde de multiples fois dans le passé, et qu'ils devraient considérer cela comme une chance pour un tout nouveau départ. Takuto aime l'idée et il demande à Ateu de le servir, former une civilisation glorieuse, et elle accepte volontiers. Elle prétend alors être une sorcière badass, et lui jure officiellement allégeance. Mais ensuite ils sont tous les deux gênés, par ces dialogues cringe. Sur ce, Takuto dit à Ateu qu'elle sait déjà quelle est la première chose qu'ils font à Minagura. Elle confirme en disant qu'ils deviendront des reclus, et cacheront leur existence au reste du monde. La chose suivante que Takuto fait est d'utiliser sa compétence d'urgence pour produire un insecte de taille géante, pour explorer la zone proche. Takuto et Ateu discutent du fait que c'est une de leurs règles fondamentales, de cacher complètement leur présence aux autres joueurs, en début de partie, et les éclaireurs comme celui-ci sont utiles pour recueillir des informations, sans se révéler. Takuto commande alors à l'insecte de recueillir des informations sur les environs. Il s'éloigne immédiatement pour accomplir sa mission. Ateu est surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que les choses se passent si bien, dans ce monde nouveau et inconnu. Et Takuto lui dit qu'il ne peut partager que la vision de l'insecte. Dans le jeu, il dit ensuite qu'il a dépensé la moitié de son mana pour créer l'éclaireur et que maintenant, son meilleur choix est de créer une colonie de départ. Pour eux, il souhaite avoir un peu plus de mana pour créer un combattant, pour les défendre, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Otto est un peu déprimée en entendant cela, car elle est vraiment faible en ce moment, et elle ne peut même pas se protéger. Sans parler de Takuto, de toute façon, Takuto continue d'explorer la zone à travers les yeux de l'insecte, et il dit qu'il n'y a rien d'autre que de la forêt ici. Atto est triste car elle ne peut pas l'aider pour le moment. Mais il lui dit que sa présence est suffisante pour lui, et elle est vraiment heureuse d'entendre cela. Juste à ce moment-là, l'insecte rencontre un groupe de pauvres et fatigués elfes noirs. Ateu dit que c'est une bonne nouvelle pour eux, car les elfes noirs sont une espèce neutre, bien qu'ils penchent un peu vers le côté neutre mauvais. Et leur royaume est aussi discrètement neutre mauvais. Cependant, cette nouvelle inquiète Takuto, qui commence à se demander si c'est vraiment le monde des nations éternelles. Il commence à penser que, s'il y a une autre civilisation à proximité, son royaume va très certainement être détruit. Tout de suite, mais Ateu lui dit que, s'ils sont en danger, ils fuiront ensemble. Takuto lui dit qu'elle ne pourrait pas avoir plus raison. Et il décide de garder un œil sur les elfes noirs, tout en explorant un peu plus la zone. Pour l'instant, pendant qu'ils font leur chant ridicule et leur célébration, un groupe d'elfes noirs arrive soudainement là. Ils sont aussi choqués de voir Takuto et Ateu, qu'ils ne le sont de les voir.
et ATU décide de risquer sa vie si son maître est en danger. Il s'avère que le chef des elfes noirs, Geia, était en mission pour trouver de la nourriture pour son peuple. Ils sont trop fatigués et affamés pour bouger. Son assistant lui a dit qu'il ne devrait pas être dans cette forêt, car les légendes racontent que quelque chose d'incroyablement maléfique est scellé, loin dans cet endroit. Mais Geia lui a dit qu'il ne pouvait pas reculer, juste à cause de ça, parce que son peuple a besoin de lui. Alors qu'il pensait ça, il est soudainement tombé nez à nez avec ATU et Takuto. Lui sont apparus comme l'avatar du mal. Il est saisi par la peur, car il ne peut voir qu'une silhouette noire, à la place de Takuto, et maintenant, il est sûr que les histoires à propos de quelque chose d'incroyablement maléfique dans cet endroit ne sont pas fausses. Il pense que s'il fait une erreur ici, tout son clan pourrait être anéanti. Alors, il s'agenouille rapidement devant Takuto et se présente. Ses partisans font de même. Ensuite Geia s'excuse auprès de Takuto d'avoir empiété sur son territoire. Otto se met soudainement à agir comme une caïd, et dit que c'est bien de voir qu'ils connaissent leur place. Elle lui demande pourquoi les elfes noirs sont venus ici, et Geia commence son histoire larmoyante pour obtenir de la sympathie. Cependant, ATU s'ennuie et lui dit d'aller droit au but, lui faisant une peur bleue. Il tout de suite lui dit que son clan a été banni par le conseil, et qu'ils sont persécutés même maintenant. Soudain Takuto lui demande s'ils ont rencontré de grandes difficultés, et Geia se fiche de panique. Cependant, quand ATU lui dit de répondre à la question du roi, explique que leur clan a été puni injustement, et qu'ils ont été forcés d'entrer dans ces terres maudites, pour rester en sécurité. Cependant, leur approvisionnement en nourriture a pris fin il y a une semaine, et maintenant son peuple meurt de faim, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver la moindre source de nourriture ici. Geia commence à penser aux difficultés rencontrées par son clan, alors que tout ce qu'il voulait était de vivre paisiblement. Il se demande si Takuto sera cruel envers eux aussi. Mais à sa surprise, Takuto lui jette des pommes, lui disant qu'il devrait les essayer, parce qu'elles sont délicieuses. Geia n'a jamais vu de pommes auparavant, et il est dubitatif à leur sujet. Mais ses partisans n'ont pas sa patience, et ils commencent à dévorer les pommes, tout en s'écriant qu'elles sont douces. Takuto crée soudainement aussi des poires, et Geia est complètement sidéré. Tout lui demande pourquoi il ne mange pas les fruits que son maître lui a si gracieusement offerts. Et l'elfe noir s'incline immédiatement devant Takuto, disant que il y a d'autres personnes dans sa tribu qui meurent de faim. Il veut les nourrir, surtout les enfants, avant lui-même, et Takuto a pitié de lui. Il commence à invoquer une immense quantité de nourriture. Grand désarroi d'Atu et au choc de Geia. Les elfes noirs comme lui ont toujours été discriminés, car les gens croient qu'ils appartiennent au côté obscur. Et personne n'a jamais essayé de les aider auparavant. Maintenant, il demande à Takuto qui il est exactement. Mais il lui dit simplement d'apporter la nourriture à son peuple. Geia et ses disciples retournent bientôt à leur camp avec la nourriture, et tout le monde peut enfin manger à satiété. Geia, cependant, refuse de révéler comment il a obtenu la nourriture aux autres elfes. Mais la nuit, alors qu'il est assis seul près du campement, l'ancien du clan arrive là. Il fait remarquer que les fruits qu'il a rapportés plus tôt étaient différents de tout ce qu'il a vu au cours de sa longue vie. Et ils étaient plus savoureux que n'importe quel autre fruit. Il demande à Geia d'où venaient ces fruits. Et il raconte à l'ancien sa rencontre avec le légendaire être maléfique. L'ancien est choqué car Geia a rencontré le roi de la ruine, qui est mentionné dans d'anciens livres. Il dit que selon ces livres, quand le monde sera trop plein, le roi de la ruine apparaîtra et détruira le monde, afin qu'il puisse avoir un nouveau départ. Geia a l'impression que Takuto correspond à la description du roi de la ruine. Mais à vrai dire, il n'a même pas pu comprendre une seule chose que Takuto a dite. Et il n'a agi que sur des indices qu'il a tirés d'eux. Le comportement d'Atu. L'ancien n'est pas encore sûr de cette partie. Mais il demande à Geia. Il a donné quelque chose à Takuto en échange de la nourriture. Il dit qu'il n'a rien donné en retour. Et l'ancien dit que aucun être maléfique ne ferait preuve de pitié envers quelqu'un, sans rien obtenir en retour. Geia, cependant, croit que Takuto est un être miséricordieux, qui a eu pitié de la souffrance de son peuple. Et cela met l'ancien en colère. Il demande à Geia comment il peut parler d'un être maléfique avec un tel respect. Mais après un petit débat, il réalise que Geia a fait de son mieux, et a assuré la nourriture pour son peuple. Après cela, l'ancien Multé déclare qu'il va négocier avec le roi des ténèbres, en tant qu'elfe noir le plus ancien, et espère que leur clan pourra obtenir la vie paisible, dont ils ont toujours rêvé. D'autre part, ATU réprimande Takuto pour avoir utilisé son mana afin de créer de la nourriture pour les elfes, alors qu'il n'en a pas assez. Mais au moment où il lui dit de ne pas être fâché contre lui, parce qu'il a besoin d'elle, elle recommence à se comporter comme une groupie. Le lendemain, Geia se prépare à rendre visite à Takuto de nouveau, et l'ancien Multé lui demande s'il est prêt à affronter le roi. Il croit que, est-ce qu'ils ont déjà accepté la charité du roi des ténèbres, ils doivent être prêts à payer n'importe quel prix qu'il demandera en retour. Geia proteste, disant que Takuto n'a jamais rien dit de tel. Mais Multé répond que c'est juste la nature. Les êtres maléfiques
de demander une compensation en échange des bonnes actions qu'ils accomplissent. Cependant, il est d'accord qu'ils doivent continuer à compter sur Takuto pour survivre, car aucun autre endroit n'est sûr pour eux. Les deux décident d'aller voir Takuto ensemble, ignorant que son éclaireur insecte les surveillait. Tout le temps, Takuto rappelle immédiatement l'insecte pour qu'il lui fasse son rapport. Et quand il apprend que les elfes arrivent, il souhaite juste qu'ils prennent le reste de la nourriture qu'il a préparée pour eux hier, et partent tranquillement. Il devient nerveux, alors qu'il explique que il devient nerveux et n'arrive pas à communiquer correctement. Il ne sait donc pas s'il peut négocier avec les elfes noirs. ATU lui dit qu'elle le fera à sa place. Et cela montrera aussi aux elfes noirs que son roi ne parle même pas à des gens comme eux. Peu de temps après, Multé et Geia sont arrivés. Et le vieil elfe salue Takuto avec quelques mots. Une salutation générée par GPT, le remerciant d'avoir fourni de la nourriture à son peuple. Il demande ensuite s'il peut connaître le nom de la personne qui les a aidés. Et après avoir reçu la permission de Takuto, ATU partage son nom, le déclarant roi de la ruine. Les deux elfes noirs sont choqués de voir leur crainte confirmée. Et puis ATU leur dit de prendre la nourriture et de partir, parce que ça ne durera pas longtemps de toute façon. Cependant, Multé dit qu'il veut rembourser Takuto pour la gentillesse qu'il leur a montrée, et demande ce qu'ils peuvent lui offrir en retour. ATU leur dit simplement qu'ils n'auront rien qui pourra satisfaire son roi de toute façon, donc ils ne devraient même pas essayer. Elle demande aux elfes s'ils ont vraiment quelque chose qu'ils considèrent même comme précieux, et Multé hésite, parce qu'il n'y a plus rien de tel avec eux. ATU lui lance un regard noir en le voyant hésiter, et demande s'il complote quelque chose. Multé commence à paniquer et Takuto réalise que la négociation se passe très mal maintenant. Il appelle soudain ATU pour discuter de leur approche, et elle se met en colère, parce que Takuto prévoit d'être trop indulgent. Elle lui dit que ces deux losers ne savent même pas négocier. À ce rythme, ils ne feront que devenir des obstacles sur son chemin. Elle suggère de tous les tuer, et de placer leur tête sur des piliers autour de leur base. Mais Takuto lui demande d'arrêter de se transformer en ce peintre autrichien. Il dit que les elfes veulent juste coexister pacifiquement avec lui et qu'ils veulent le rembourser, pour la même raison. Il suggère qu'il leur demande de payer d'une manière qu'ils peuvent, plutôt que de leur donner de la nourriture gratuitement. Cela maintiendra leur relation avec les elfes. Bon, Atto, rien à redire à ça. Et elle annonce aux elfes que son roi a décidé d'accepter leurs offrandes. En voyant le soulagement sur le visage de Mulder, Takuto et ATU réalisent tous deux qu'il était si nerveux, parce qu'ils considéraient Takuto comme l'être maléfique typique. ATU le tense pour ça, mais alors, elle est confuse sur ce qu'il faut demander, en échange de la nourriture. Soudain, Takuto a une idée et il lui dit de demander aux elfes des informations sur le monde extérieur. Multé est vraiment ravi d'entendre ça, et il jure de raconter à Takuto tout ce qu'il a vu et entendu dans le monde extérieur, en détail. ATU lui dit qu'une fois cela fait, il est censé quitter la forêt avec sa tribu. Immédiatement, ce qui choque Geia et Mulder. Ils disent qu'ils aimeraient continuer à vivre dans la forêt, sous la miséricorde de Takuto, mais ATU leur dit d'arrêter d'être si gourmands, s'ils veulent vivre. Geia essaie de discuter, mais Mulder le fait taire, disant qu'ils doivent obéir au commandement du roi. Il commence à partir, mais Takuto se sent mal de les avoir chassés. Il a soudain une idée, et dit à Mulder et Geia de devenir ses citoyens. Les deux sont choqués d'entendre ça, mais pas autant qu'ATU qui demande à Takuto qu'est-ce qu'il fiche, bon sang. Il lui rappelle le système de réfugiés dans le jeu, qui leur permet d'accueillir différentes espèces, tant que citoyens. Il fait remarquer que puisque les elfes noirs sont une espèce neutre, ils s'adapteront facilement à la tribu maléfique de leur royaume, et qu'ils pourront alors coexister avec les autres espèces vivant dans leur royaume. ATU reste dubitative, parce que les espèces avec un alignement maléfique ont tendance à avoir des conflits entre elles. Mais Takuto lui rappelle que leur espèce principale, appelée homunculi, ressemble à des humains, qui ont été démontés et mal réassemblés, et qu'ils ne peuvent pas passer tout leur temps avec eux. ATU est immédiatement d'accord avec lui, et que l'image effrayante des homunculi apparaît dans son esprit, elle se tourne vers les deux elfes, leur disant que Takuto prévoit de construire un royaume ici, bientôt et il est prêt à les accepter comme ses citoyens, s'ils jurent de le servir. Multé est stupéfait par cela, et il demande à ATU ce qui se passera s'ils choisissent de devenir ses citoyens. Et elle précise qu'ils deviendront des êtres maléfiques. Mais elle leur dit que c'est plus amusant qu'ils ne le pensent, d'être maléfiques. Peu après, Takuto et ATU se dirigent vers l'établissement des elfes noirs, où tout le monde est prêt à l'accueillir. Tout le monde est terrifié par lui, et certains des plus faibles s'évanouissent, rien qu'en l'apercevant. Takuto prend son trône avec Otu à ses côtés, qui dit aux elfes noirs que maintenant, ils vont devenir les citoyens de leur royaume. Negra. Elle demande à Takuto une dernière fois s'il en est sûr. Et juste au moment où il donne sa permission, les elfes sont acceptés dans son royaume, et ATU les félicite. Car maintenant leur survie et leur sécurité sont garanties par leur nouveau roi. Gio se demande si c'est tout
car il ne ressent rien de différent, même s'il aurait dû devenir un être maléfique. Soudain, il regrette ses paroles, alors qu'une haine intense éclate en lui. Et les autres elfes? Ils pensent aux gens qui ont blessé et persécuté les leurs, sont remplis du désir de se venger. Et les deux elfes normaux avec eux s'inquiètent de les voir tous souffrir. Takuto leur demande s'ils vont bien. Et Geiya est ému aux larmes, en réalisant que quelqu'un se soucie de lui et de son peuple. Maintenant les elfes noirs commencent à acclamer Takuto, les larmes aux yeux. Et il est discrètement submergé par cela. Quelques jours plus tard, Takuro reçoit une carte du continent de Meute. Et il s'effondre juste en la voyant. Tu lui demande ce qui ne va pas, et il lui dit de regarder la carte, et de voir quelle position de départ merdique ils ont. Ils sont sur un continent, où deux civilisations immenses et puissantes sont déjà présentes. L'un d'eux est le Saint Royaume de Qualia, une nation d'humains qui vénère le dieu Arlo. Et c'est une civilisation résolument du côté du bien. D'un autre côté, il y a Elnan, l'alliance des élémentaires, où vivent des elfes qui vénèrent la nature. Eux aussi sont alignés du côté du bien. Et ATU panique en réalisant que, s'ils trouvent leur royaume, ils les effaceront rapidement de la carte. Elle s'effondre avec Takudo. Mais ensuite, ils se calment, disant que tant qu'ils ne sont pas découverts, ils peuvent devenir plus forts. Il dit que dans le jeu, espèce principale, les homoncules, sont vraiment stupides et ne peuvent pas faire beaucoup de recherches. Mais maintenant qu'ils ont des elfes noirs, les choses devraient s'améliorer de ce côté-là. Peu après, les elfes noirs lui rendent visite. Et cette fois, Geiya a amené son assistante, Emily, avec lui. Il dit à Takudo qu'Emily est une intello futée, qui connaît beaucoup de choses sur les autres royaumes, donc elle l'aidera certainement plus qu'eux. ATU leur dit que le roi est ravi de leur dévouement et déclare ensuite qu'ils vont désormais occuper des postes importants, car c'est ce que Takudo souhaite. D'abord, elle confie à Meute la tâche de s'occuper des affaires internes du royaume, et dit qu'elle a de grands espoirs en lui, car elle a appris qu'il connaît aussi la magie. Ensuite, elle fait de Geiya le guerrier en chef de Minagra, et lui dit de bâtir une armée solide, afin qu'il puisse se défendre. Il lui laisse entièrement le recrutement des soldats pour leur armée, et il s'excite, disant qu'il tuera tous leurs ennemis, et affichera leur tête comme trophée. Mais Takuto est déjà dégoûté. Il dit que la guerre est barbare. Et ATU dit à Geiya, confus, que le roi préfère la paix. Donc il devrait garder cela à l'esprit. Cela perturbe encore plus le guerrier elfe. Se demande pourquoi le roi de la ruine aimerait la paix. Eh bien, Meute nargue Geiya, puis se lève immédiatement, disant que contrairement à Geiya, qui n'a que des muscles à la place du cerveau, il sera plus utile. Geiya prend cela comme un défi, et il dit à Takuto qu'il est jeune et fort, pour qu'il puisse travailler plus sans repos. ATU ne réalise pas que, ils ne font que rivaliser pour attirer l'attention du grand méchant papa. Et elle pense qu'ils sont des accros au travail. Demande à Takuto s'il devrait leur donner une mission, de collecter des ressources, et il suggère qu'il devrait leur ordonner d'embellir le terrain, et de construire des maisons. ATU transmet immédiatement cela à Meute, lui disant de rassembler suffisamment de bois pour construire des maisons, tout en laissant la forêt globalement intacte. Meute dit qu'il va s'y mettre immédiatement, car les elfes noirs sont à l'origine des habitants de la forêt. Takuto leur dit ensuite de reboiser les parties qu'ils ont coupées. Et cela trouble les elfes, car ils n'ont jamais entendu ce terme. Takuto réalise, leur civilisation n'est peut-être pas aussi avancée, pour comprendre le reboisement. Il leur demande alors s'ils connaissent la magie militaire, ou les 6 éléments majeurs. Meute dit qu'il ne connaît que les 4 éléments majeurs. Et Emily dit qu'elle n'a jamais entendu parler d'un pays utilisant la magie militaire. Takuto et ATU réalisent que ce monde est bien plus primitif qu'ils ne le pensaient, mais c'est en fait une bonne chose, car une fois qu'ils auront fait progresser leur technologie magique, ils pourront rapidement surpasser les autres nations. ATU explique ensuite que reboiser signifie planter de nouveaux arbres, à la place de ceux qu'ils ont coupés. Et les elfes noirs disent qu'ils font cela aussi. Mais ils ne peuvent pas utiliser la magie pour les faire pousser rapidement. ATU dit que le reboisement utilise les 6 éléments majeurs pour faire pousser rapidement l'arbre, et elle attribue soudainement le mérite de cette découverte à Takuto, même si c'est un gros mensonge éhonté. Elle continue de glorifier Takuto, disant qu'il a créé les fruits uniques, qu'ils ont mangés plus tôt et que les raisins sont ses préférés. Emily est d'accord avec Ado, dit qu'elle a essayé de planter les graines de raisin, et que certaines plantes ont déjà germé. C'est une nouvelle surprenante pour Takuto, qui ne pensait pas qu'il serait possible de faire pousser quoi que ce soit. Ici cependant, il réalise rapidement qu'il pourrait créer les fruits de la terre ici, avec de la magie, ce qui signifie qu'il pourrait créer d'autres choses. Il teste sa théorie en créant une pièce, et réalise qu'il peut créer de la poudre à canon, et d'autres choses scientifiques de cette façon. Peut faire avancer sa civilisation, bien plus vite que les autres royaumes. Pendant ce temps, dans le Saint Royaume de Qualia, les choses commencent aussi à bouger.
La Sainte, Selena mène un groupe de chevaliers vers les contreforts, recouverts de neige pour affronter des monstres, qui menacent les villages voisins. Dès qu'elle voit les gobelins courir vers elle, elle pointe son bâton vers eux, les transformant en cendres avec sa flamme sacrée. La flamme sacrée disparaît dans les nuages, après avoir détruit les monstres. Et alors que la lumière du soleil tombe sur le sol brûlé, les fleurs y poussent. Le capitaine de la nuit dit à ses hommes que la capacité de Selena brûle les monstres maléfiques et crée une plate-bande à leur place. Et c'est la raison pour laquelle ils entretiennent une relation amicale avec les elfes. Après cela, Selena dit au cardinal qu'il devrait plutôt envoyer des paladins au sud, car elle a récemment eu un présage concernant quelque chose de terrible qui se passe dans la forêt maudite. Le cardinal refuse en disant que la forêt maudite se trouve à l'extrémité la plus éloignée du continent et qu'il a besoin de la permission de ses supérieurs pour y déployer des paladins. Selena menace d'y aller elle-même, s'il ne peut envoyer personne. Et bien que le cardinal essaie de se défendre, il recule et promet d'envoyer les soldats qu'il peut mobiliser personnellement. Au même moment, Takuto et Ateu sont occupés à développer leur territoire, en commençant par construire des maisons pour les elfes noirs. Une salle du trône temporaire a déjà été construite autour du trône de Takuto. Il est impatient de tenir des réunions et des conférences avec les citoyens importants de son royaume. À ce moment-là, Molte, Geia et Anlé arrivent là-bas. Et Ateu leur dit qu'ils devraient immédiatement commencer leur première réunion du conseil. Mais Anlé a un cadeau pour Takuto avant la réunion. C'est une tenue qui le fait ressembler à un fanboy. Il est ravi de recevoir la tenue, car ses vêtements commençaient à se salir. Et il remercie les elfes pour cela. Cependant les elfes ne voient aucun changement dans son apparence. Mais ils font confiance à Adu quand elle leur dit que Takuto est superbe dans la tenue. Une fois cela réglé, elle commence la réunion du conseil. Takuto est trop occupé à s'extasier sur lui-même. Ateu décide de continuer la réunion sans lui, et de le consulter chaque fois qu'ils ont besoin d'un avis. Et Takuto est tout à fait d'accord avec cette suggestion. Tandis que la réunion commence, Multe demande à Ateu quel genre de bâtiment devrait-il construire en premier. Elle lui dit qu'il devrait commencer par les installations de production alimentaire. Puis elle sort une plante à l'aspect effrayant, qui va être leur principale source de nourriture pour l'instant. Les elfes sont totalement dégoûtés en voyant la plante, et demandent à Adu d'expliquer ce que c'est exactement. Elle leur dit que c'est la plante de chair, qui est unique à leur civilisation. Elle explique que la plante peut produire de la viande, qui a le goût de chair humaine, et elle est très nutritive. Les elfes sont stupéfaits en entendant cela, et ils disent qu'ils ne mangent pas vraiment d'humains. Mais Otto leur dit, la plante de chair n'est que pour le début. Et bientôt, ils auront d'autres types de nourriture à leur disposition. Elle dit ensuite qu'ils doivent aussi créer des entrepôts et des hangars de gestion ainsi que des fermes. Et Emily décide de se charger de ce travail. Après cela, Adu passe au point suivant de son ordre du jour, qui est la recherche. Acquérir des technologies avancées est particulièrement important pour les petites nations, comme la leur. Multe lui demande sur quel type de technologie devrait-il se concentrer. Et elle lui dit qu'ils vont rechercher la technologie magique. Takuto est très enthousiaste à l'idée que cela se produise. Et Multe, en tant que mage, dit qu'il fera de son mieux pour l'impressionner. Demande ensuite à Ateu exactement quel type de technologie magique il devrait rechercher. Et elle lui parle de la magie militaire. Elle explique que la magie d'attaque standard ne peut cibler qu'une poignée de personnes à la fois. Mais la magie militaire avancée peut détruire des villes entières, et même modifier le terrain à leur avantage. Ateu lui dit de rassembler les elfes doués en magie, et de commencer immédiatement la recherche. Et Multe est surexcité à l'idée de créer des sorts magiques, qui n'existent pas encore dans ce monde. Ensuite, Ateu passe au sujet de leur stratégie militaire. Et Geia est excitée car c'est son tour maintenant. Cependant, Takuto lui dit immédiatement qu'ils n'investiront pas trop massivement dans l'armée pour l'instant. Ateu ajoute que les armées sont coûteuses à entretenir. Elles ne produisent rien en retour. En temps de paix, Geia rétorque qu'ils n'ont pas assez de force pour protéger leur roi actuellement, et donc, ils devraient accorder plus d'attention à leur armée. Multe ajoute également que lui et Geia ont des primes sur leur tête, en tant que chef des elfes noirs, et leurs ennemis pourraient attaquer le royaume. Takuto comprend leurs inquiétudes, et décide plutôt de créer un héros pour les défendre. Ateu est d'accord, affirmant que créer un héros est coûteux, mais qu'ils n'ont besoin d'aucun entretien. Ils sont donc parfaits pour leurs besoins actuels. Les elfes ne savent pas ce qu'est un héros, et Ateu leur dit que les héros sont des êtres incroyablement puissants qui servent directement sous le roi. Il y a des conditions pour invoquer différents héros, mais elle est convaincue qu'ils pourront invoquer le premier assez vite, et Takuto est impatient. Réfléchit au fait que le mana est nécessaire pour faire la plupart des choses dans ce monde, et qu'un royaume ne peut collecter du mana que de son peuple. Plus les gens sont heureux, plus ils peuvent collecter de mana. Et Takuto est déterminé à faire de son royaume l'endroit le plus heureux de cette planète. Pendant ce temps, dans le saint royaume de Qualia, un jeune paladin nommé Lonia
a été sélectionné pour faire partie de l'équipe d'enquête, qui sera envoyée dans la forêt maudite. Paladin expérimenté, Vertel, est également avec lui, et sa manière préférée de tuer le temps est d'agacer Lonia, qui est trop guindée et formelle. Verdel se plaint qu'ils envoient une équipe d'enquête, terriblement petite, composée de seulement 2 paladins et de quelques mercenaires. Il dit que l'Église devrait prêter plus d'attention à la prophétie de Selena. Et Lonia est d'accord, mais il sait qu'ils ne peuvent pas deviner ce que pensent les supérieurs. Il sait que s'ils réussissent, ils seront grandement récompensés. Mais s'ils échouent, toute la faute retombera très certainement sur lui. De retour dans Minecraft, Takuto inspecte l'avancement de sa civilisation. Il ressent de la nostalgie parce qu'il a vu la phase de démarrage de sa civilisation des milliers de fois sur un écran, jusqu'à présent, mais cette fois, il la voit de près. ML lui fait visiter, lui expliquant que les elfes noirs se spécialisent dans la construction de maisons dans les arbres. Mais le rythme de construction des maisons est lent en ce moment, car ils se concentrent sur les arbres de chair. Les arbres de chair poussent bien, cependant, et les installations de gestion et de stockage ont également été construites. Emily dit ensuite qu'ils ont trouvé une source d'eau douce à proximité, et qu'ils essaient de voir s'ils peuvent en tirer de l'eau. Quant à la recherche magique, Multé et d'autres mages travaillent dur dans le nouveau bâtiment de recherche. Takuto est ravi d'entendre tout cela. Et encore plus, d'apprendre que les elfes prennent des initiatives, comme la recherche de sources d'eau. Il est vraiment heureux que les elfes, qui semblaient épuisés quand ils sont arrivés ici, l'air heureux maintenant. Et quand il dit ça à Emily, elle se met à pleurer des larmes de joie. Takuto panique en la voyant craquer. Mais Emily se calme vite et reprend la visite. Elle montre à Takuto et ATU la ferme des arbres de chair, et dit que grâce aux outils produits par Takuto, ils peuvent s'attendre à la première récolte bientôt. Ensuite, elle les emmène à la source d'eau que les elfes ont trouvée. Remarque que l'ambiance autour de l'endroit est complètement différente. Cette fois, l'eau est également devenue sombre. Et Omelette est déçue, car elle pense qu'ils ne peuvent plus l'utiliser. Avant qu'ATU ne puisse expliquer pourquoi elle a tort, Multé et Geia arrivent également sur place, pour voir la source d'eau. Ils sont d'accord avec Emily, que l'eau ne semble plus utilisable. Mais alors ATU prend une gorgée, leur disant qu'elle est parfaitement potable. Elle explique ensuite que cet endroit semble sombre et lugubre, maintenant parce qu'il est devenu une partie de Minegra, grâce à une caractéristique appelée le terrain maudit. Takodo demande aux elfes de prendre une profonde inspiration, et ils sentent soudainement leurs esprits s'éclaircir, et leur corps se remplir d'énergie. ATU explique que le terrain maudit donne un avantage aux créatures, avec un alignement maléfique et impose des pénalités aux êtres neutres, et d'alignement bon. Puisque les elfes noirs font partie de Minegra, ils sont maintenant des êtres maléfiques, et donc cette eau est parfaitement sûre pour eux. Geia le vérifie en buvant l'eau. Et puis ATU dit que bientôt, toute la forêt fera partie du terrain maudit. Cependant, Takuto pense que cela peut être un peu problématique, car le terrain maudit ressort trop. Multé est d'accord, disant qu'une fois que toute la forêt deviendra si sombre, leurs ennemis pourront facilement les repérer. Geo suggère une fois de plus de créer une armée, mais Otu et Takuto lui assurent qu'ils vont invoquer un héros. Multé dit qu'il ne sait toujours pas clairement ce qu'est un héros. Et Adu décide de lui enseigner par l'exemple. Invoque soudainement des tentacules sombres de son dos, abattant les arbres voisins sans effort, avant de révéler qu'elle est elle-même une héroïne. Et même si elle n'a que 1% de sa pleine puissance, elle peut quand même vaincre des armées entières. Takuto se vante auprès des elfes surpris, que les héros sont vraiment géniaux, et qu'ils continuent de devenir plus forts avec le temps, même s'ils ne font rien. Cependant, il change rapidement de sujet, et dit à Ado qu'il n'était pas nécessaire d'abattre les arbres, pour montrer sa puissance. Il lui dit de nettoyer le désordre plus tard. Les elfes, quant à eux, sont vraiment stupéfaits par ce qu'ils viennent de voir. Ils disent que Takuto est vraiment un être formidable, pour avoir des subordonnés aussi puissants. Ils décident de créer un grand palais digne de lui. Takuto dit qu'il n'en a pas besoin pour l'instant. Mais les elfes refusent que leur roi loge dans des maisons similaires aux leurs. Et ATU dit aussi à Takuto que la création d'un palais rendra les gens plus heureux. Alors il devrait les laisser faire. Takuto décide de leur donner sa permission, disant qu'il veut une forteresse volante un jour. Mais pour l'instant, il se contentera d'un palais normal. Au même moment, le groupe d'enquête dirigé par Lonia et Vertel commençait à se rendre dans les forêts maudites, au sud. Verdel n'est toujours pas satisfait de la taille de leur groupe, et Lonio répond que c'est le mieux qu'ils puissent obtenir, car la plupart de leurs forces gèrent les perturbations au nord. Des espèces d'alignements maléfiques sont soudainement apparues au nord, attaquant et pillant des villes. Ainsi, la majeure partie de la puissance de feu de leur empire a été détournée, pour s'occuper d'eux. Les mercenaires disent soudainement, ceux qui sont allés au nord vont passer un sale quart d'heure. Ils se sentent chanceux de ne pas avoir reçu l'ordre de prendre ce travail, car même si le salaire était vraiment bon, il y a une sorcière impliquée dans l'affaire, et ils ne veulent rien avoir à faire avec ça.
Lonia est curieux à propos de la sorcière. La nuit, il interroge le mercenaire nommé Bargo à ce sujet. Bargo dit qu'il y avait des rumeurs, selon lesquelles tout le problème au nord était causé par une sorcière. Mais Lonio refuse de croire ça. Il dit que une seule personne ne peut pas être responsable d'un si grand nombre de monstres. Et Bargo est d'accord. Il dit que ce doit être l'œuvre d'un culte. Mais Verdel lui dit de se taire, avant qu'il ne leur porte malheur à tous. Lonius s'énerve soudainement contre Verdel, parce qu'il est ivre. Il lui fait la morale en lui disant qu'ils n'ont pas le droit de boire, puisqu'ils servent le dieu, mais Verdel est prêt à débattre avec lui sur le texte religieux. Il l'ignore alors subitement, et commence à flirter avec la serveuse, qui lui apporte plus d'alcool. Bargo demande ensuite à Lonius, quoi deux paladins sont envoyés si loin au sud? Il craint que ce ne soit à cause d'une autre sorcière. Et si c'est le cas, il veut prendre ses hommes et partir avant que les choses ne deviennent dangereuses. Lonius dit qu'il ne sait pas. Mais ensuite Verdel dit qu'il a déjà recueilli des informations auprès de la serveuse sur ce qui se passe. Un groupe d'elfes noirs a récemment fui vers les forêts maudites, et les supérieurs veulent probablement juste s'en occuper. Bargo est soulagé en entendant cela, et il est d'accord qu'il devrait s'occuper rapidement des elfes noirs, car ils sont très doués pour les assassinats et les malédictions. Lonius croit aussi que, s'il laisse les elfes noirs sans surveillance, ils deviendront bientôt une menace. Mais Verdel lui dit de se calmer un peu. Dit que ce n'est qu'une mission de reconnaissance. Et si les choses risquent de devenir violentes, ils fuiront au lieu de se battre. Cependant, Lonius est trop obsédé par l'idée de vaincre le mal. Partout où il le voit. Et il dit qu'ils ne peuvent pas fuir leur devoir. En tant que paladin, Verdel lui dit d'arrêter de courir après la gloire, et de ne se battre que lorsque la situation l'exige, au lieu de sauter sur chaque occasion de risquer sa vie. Il lui rappelle qu'il a une famille à la maison. Et il en va de même pour tous ceux qui participent à cette mission, et qu'ils devraient être plus prudents dans leurs décisions. Au même moment à Mineagra, la première récolte des arbres de chair est prête et placée au centre d'un immense autel. Takuto se tient devant la récolte, avec tous les elfes noirs le regardant avec impatience, se demandant ce qui va se passer maintenant. Takuto commence à verser son mana dans la pile de fruits. Soudain, celle-ci se transforme en un insecte géant. Les elfes n'arrivent pas à croire que Takuto ait créé la vie à partir de simples fruits. Et Atu commence à le flatter, affirmant que ce n'est même pas 20% de ses véritables capacités. Elle dit aux elfes qu'il deviendra encore plus fort, et accomplira plus de miracles grâce à leur dévotion. Et il commence à l'acclamer. Plus tard, Takuto retourne à son trône. Il est soulagé d'avoir pu produire un monstre insecte, en échange de nourriture. C'était l'une des fonctionnalités du jeu, mais il ne comprend toujours pas comment exactement cela fonctionne dans ce monde. Mais Atu lui dit qu'ils n'ont pas besoin d'y penser beaucoup, puisqu'ils ont établi un moyen de produire plus de créatures pour servir leur royaume. Elle dit ensuite à Takuto qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Il accepte, disant qu'il invoquera un héros dès qu'ils auront accumulé suffisamment de mana. Atu lui demande avec enthousiasme qui il compte invoquer. Et il répond qu'il veut invoquer Ayla, la reine des insectes. Atu pense aussi que c'est un excellent choix. Et Takuto commence à expliquer comment Ayla peut améliorer tous les monstres de type insecte, leur permettre de combattre en première ligne. Elle peut aussi créer des larves capables de faire des tâches subalternes, et ainsi soutenir leur royaume sur les deux fronts. Atu est heureuse qu'il y ait bien réfléchi. Et Takuto répond qu'Ayla était le seul choix, parce que les autres sont trop dérangés. Atu est d'accord car elle sait que les autres héros ont besoin d'années de thérapie, et Takuto lui dit qu'il espère les invoquer un jour aussi. Et pas tout de suite. D'autre part, Lonius et d'autres ont atteint le continent sombre. Et ils trouvent rapidement leur premier adversaire, sous la forme d'un géant des collines. Lonius commence à ordonner aux mercenaires de le soutenir. Mais alors Verdel dit que ce n'est pas nécessaire, car il s'occupera du monstre seul. Dit qu'ils n'ont pas de temps à perdre, et que ce sera plus rapide s'il agit, et que personne d'autre ne se met en travers de son chemin. Il se dirige rapidement vers le géant des collines, et pointe ses épées vers lui, tandis que le reste de sa compagnie observe. Verdel enchante alors son épée avec un pouvoir sacré, et le géant des collines attend qu'il ait fini, avant d'attaquer. Verdel bloque sans effort sa lourde massue, puis la tranche nette avec son épée sacrée. Ensuite, il bondit vers le monstre, et lui inflige de multiples attaques, le mettant à terre, sans lui laisser la chance de riposter. Il retourne auprès de ses troupes après avoir tué le géant, et Lonia commence à le complimenter, disant que la mission sera facile, parce qu'ils l'ont avec eux. Verdel, cependant, ne pense pas la même chose, et cette déclaration commence à inquiéter Lonia. De retour dans Minecraft, Takuto savoure un burger, quand Ateu lui dit de manger quelque chose de plus sain. Il répond qu'il n'a mangé que des plats sains et ennuyeux. À l'hôpital, alors il veut essayer de nouvelles choses maintenant. Il s'inquiète aussi pour elle, parce qu'elle ne mange que de la salade depuis quelques jours maintenant, et elle lui dit que ce genre de nourriture lui convient mieux. Il parle de la façon dont la construction a pris de l'ampleur maintenant,
Et Takuto dit soudainement à Ateu d'invoquer Molte. Et les autres après avoir fini de manger. Il lui dit que les nouveaux insectes éclaireurs qu'ils ont créés ont cartographié la zone autour de leur base. Et il prévoit de faire quelque chose concernant l'établissement humain près d'eux. Il demande d'abord à Ateu de confirmer si la ville près d'eux ne fait pas partie du Saint Royaume de Qualia. Et elle est plutôt sûre que c'est un territoire indépendant avec une orientation neutre. Takuto est content d'entendre cela, parce que cela signifie qu'ils peuvent négocier avec la ville. Il espère que rien de mal n'arrivera pendant leur interaction. Il pense qu'ils iront bien pour l'instant. Et Ateu plaisante en disant qu'il va leur porter malheur en disant cela. Takuto rit en disant que rien de tel n'arrivera. Il reçoit un message d'un insecte à ce moment-là, lui montrant qu'un groupe armé s'approche de la forêt. Il dit à Ateu qu'ils doivent les renvoyer pacifiquement si c'est possible. Et si les choses tournent mal, ils devront se préparer à combattre. Pendant ce temps, le groupe armé est bien celui de Lonius et Verdil. Et alors qu'ils s'enfoncent dans la forêt, Verdil dit à tout le monde de s'arrêter, car il remarque quelqu'un qui approche. Ateu sort de la forêt, vêtu de vêtements noirs qui cachent son visage et ses traits. Et Verdil lui dit de s'identifier. Elle affirme être une elfe noire, qui s'est réfugiée dans la forêt, avec son clan, car aucun autre endroit n'est sûr pour eux. Verdil comprend cela et lui dit de s'écarter, car ils doivent enquêter dans la forêt. Elle répond qu'ils ne devraient pas entrer. Verdil réalise que quelque chose ne va pas, mais Lonius commence à crier sur Ateu, lui demandant comment elle ose désobéir à un ordre du serviteur de Dieu. Verdil s'emporte immédiatement contre lui disant de ne pas l'interrompre. Lonius est furieux contre lui, pour l'avoir grondé pour une affaire aussi triviale. Verdil reprend ensuite sa conversation avec Ateu, lui disant qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour, juste parce qu'elle ne veut pas qu'ils entrent dans la forêt. Il lui demande si quelque chose est caché là-dedans. Et elle répond que ce n'est qu'un groupe d'elfes qui veulent vivre en paix. Elle lui demande pourquoi il est si obsédé à l'entrée dans ce lieu maudit. Et après un moment de réflexion, Verdil révèle que la sainte a eu une vision de quelque chose de vraiment maléfique, se cachant dans cet endroit et qu'il ne peut pas faire demi-tour, sans vérifier de ses propres yeux. Les mercenaires sont choqués, car ils ne le savaient pas, et Lonius lui demande comment il a pu révéler des secrets nationaux aussi désinvoltement. Verdil lui crie de nouveau dessus, disant qu'il y a des moments où les secrets doivent être révélés. Cela énerve Lonius encore plus, car même un grand paladin comme Verdil n'a pas l'autorité de révéler des prophéties divines, sans l'autorisation des supérieurs. Pendant ce temps, Verdel demande encore une fois à Ateu de les laisser entrer dans la forêt, pour y jeter un coup d'œil rapide, mais son attitude change soudainement, car elle leur dit qu'ils ne trouveront rien qui vaille leur temps à l'intérieur. Elle leur dit de rentrer immédiatement. Et Lonius est en colère. Une elfe noire ose défier une prophétie divine. Il peut sentir l'atmosphère changer, et décide qu'il y a quelque chose de vraiment maléfique à l'intérieur de la forêt qu'ils doivent absolument investiguer. Cependant, Verdel semble vouloir négocier avec elle. Il lui demande de jurer sur Dieu qu'il n'y a aucune menace pour le Saint Royaume de Qualia, à l'intérieur de la forêt, et Ateu jure sur son Dieu qu'ils sont ceux qui ont plus peur de Qualia. Verdel est satisfait de cela, et il déclare qu'il se retire. Lonius n'en revient pas, et il fait remarquer que la femme est visiblement en train de cacher quelque chose. Verdel le traite de lâche sans foi, et lui dit d'arrêter de projeter ses peurs sur lui. Il dit qu'ils n'ont rien trouvé, et que leur enquête est terminée. Sur ce, il commence à s'éloigner, mais Lonius ne va plus le laisser prendre les décisions. Il dit à Verdel qu'il révoque son autorité, tant que grand paladin, pour avoir révélé une prophétie à l'ennemi, et abandonner son devoir. Il dit aux mercenaires qu'ils vont s'enfoncer dans la forêt, et confirmer quel mal se cache là-bas. Et Bargo accepte. C'est Lonius qui signe leur chèque de paix après tout. Ateu les supplie de ne pas entrer dans la forêt. Mais Lonius ordonne à ses hommes de la capturer, malgré les avertissements de Verdel. Ateu soupire simplement que les négociations ont échoué. Et quelques secondes plus tard, les mercenaires sont tous empalés sur les pics d'Ateu, comme de frais kebab, et Lonius a été assommé le premier. Et il ne se souvient même pas d'avoir vu tout ça. Verdel est la seule personne qui a tout vu. Est encore en vie. Et il panique, en disant à Lonius qu'ils ont affaire à une sorcière. Ateu efface rapidement son déguisement, disant que la conversation se déroulait si paisiblement. Et c'est dommage que les choses aient tourné ainsi. Les mercenaires restants et Lonius sont complètement secoués par la scène devant eux. Et Verdel dit à Bargo de renvoyer quelqu'un pour relayer le message immédiatement. Bargo lui dit que tous leurs messagers ont été tués lors de l'attaque précédente et à sa taille. Avant d'éclater de rire. Quelle est la calamité qu'ils cherchaient? Elle leur dit qu'ils l'ont enfin trouvée et demande ce qu'ils vont faire maintenant. Tandis que tous les autres lâchent pied. Virgile leur crie de prendre leur courage à deux mains, car ils sont trop profondément dans le pétrin pour fuir maintenant. Il ordonne à ses hommes de se préparer au combat, disant que les choses n'auraient pas dû tourner ainsi. Ateu est entièrement d'accord avec lui.
Elle dit que tout est la faute de ce minable sans cervelle dans la coupe. Coupé, qui pensait que sa foi était la chose la plus importante au monde. Et maintenant il va en payer le prix. Verdel ne veut plus la retenir. Il ordonne aux archers d'attaquer en premier. Cependant, bloquer leurs flèches est un jeu d'enfant pour ATU, qui commence à laisser transparaître sa passion intérieure pour le combat. Lonius demande nerveusement à Verdel ce qu'est une sorcière et il répond qu'il aurait dû dire ça à tout le monde, avant le début de la mission, même si cela enfreindrait une autre règle. Les sorcières sont des monstres de niveau catastrophe, prophétisés par les saints, et officiellement désignés comme la plus grande menace pour le royaume, par les plus hauts dignitaires de l'Église. Il leur dit que le désastre dans le Nord était vraiment à cause d'une sorcière. Il est presque sûr que la femme devant eux est aussi une sorcière. ATU en a marre de leur jacassement maintenant. Et elle leur dit d'attaquer. Ou elle commencera à les attaquer. Virgile ordonne aux mercenaires de reculer, car seuls lui et Lonius peuvent la combattre. Il dit à Lonius de suivre son exemple, et il s'enchantant avec un pouvoir sacré. Alors qu'ils foncent, à deux les attaque avec ses tentacules, pensant qu'ils ne pourront pas la vaincre. Mais la puissance sacrée donne aux paladins des dégâts supplémentaires contre les créatures de l'attribut maléfique, et ils parviennent à trancher ses tentacules. ATU est sidéré par cela. Mais pendant qu'elle est occupée à monologuer, Verdel l'attaque soudainement. Et elle perd un autre tentacule, en essayant de se protéger. Lonia abat également un autre de ses tentacules. Et Verdel est confiant que, s'ils coupent les deux restants, ils peuvent gagner. Cependant, ATU est maintenant furieuse, et elle prend soudainement deux mercenaires en otage, pensant que les paladins ne pourront pas l'attaquer. Maintenant, cependant, Verdel est déterminé à en finir avec elle, avant qu'elle ne devienne une menace pour leur royaume. Il dit donc à Lonius qu'ils vont attaquer. ATU ne s'attendait pas à cela, et elle est sincèrement surprise. Lorsque les paladins coupent à travers les otages, ainsi qu'à travers leurs tentacules, ils pensent qu'ils vont gagner maintenant. Mais ATU les a trompés tout ce temps. Et elle décide qu'il est temps pour l'acte final. Elle utilise soudainement un tas de tentacules pour transformer Verdel en coussin à épingle humain avant même que Lonia ne puisse voir. Verdel lui dit de s'enfuir, et ATU lui perce la tête, le tuant instantanément. Elle se vante de ne pas avoir eu seulement 6 tentacules, et qu'elle peut en invoquer autant qu'elle le souhaite. Ce qui laisse Lonia encore plus horrifié qu'il ne l'était déjà. Il réalise maintenant son erreur, et comprend qu'ils ne peuvent pas gagner. Il ordonne donc aux mercenaires de s'enfuir, et de se disperser dans toutes les directions, car ils n'ont besoin que d'une seule personne, pour retourner au royaume, et leur annoncer la nouvelle. ATU est furieuse de voir les mercenaires s'enfuir. Mais ensuite, remarque que Lonia est restée pour donner sa vie. Dans une tentative finale désespérée, il l'attaque, mais étonnamment, ATU bloque son coup avec l'épée sacrée. Il ne comprend pas comment cela peut arriver, et ATU lui dit qu'elle a volé la capacité d'utiliser le pouvoir sacré à Virgile, ainsi que toutes les techniques qu'il a passé des années à maîtriser. Il commence à repousser Lonius, tout en parlant de sa famille, car elle a aussi volé les souvenirs et les émotions de Verdel. Lonius est choqué d'entendre cela, et ATU lui dit que, non seulement Verdel était très doué, il se souciait aussi de chaque membre de son groupe. Jusqu'au dernier moment, elle demande à Lonius ce que ça fait de réaliser que Verdel a dû mourir, à cause de son stupide ego, et il répond que sa volonté vit toujours. Il dit que les mercenaires livreront sûrement le message chez eux, quand soudain, il entend des cris venant de toutes les directions. Et Tuskov lui dit qu'elle a ordonné aux elfes noirs de ne laisser aucune personne s'échapper. Lonius perd la tête. Il se jette sur elle dans une rage folle, mais il ne peut rien faire. ATU ne le tue pas instantanément non plus, et elle le pend la tête en bas, tandis qu'elle remplit son cœur de peur et de regret. Elle lui dit que s'il était parti, comme Virgile l'avait dit, il serait rentré auprès de sa famille, et aurait vécu une vie heureuse avec eux. Cependant, il a fait le mauvais choix. Maintenant l'avenir sera entièrement différent. Elle dit à Lonius qu'il va mourir ici. Et ensuite elle traquera sa famille et les tuera. Elle tuera aussi toutes les personnes, dans toutes les villes et villages, par lesquels son groupe est passé, sans aucune raison. Et il sera celui qui portera le blâme pour tout cela. Elle lui dit que son roi lui a dit que la vie est finie une fois que les gens commencent à te mépriser. Et pour s'assurer que personne ne la méprise jamais, elle tuera des millions de personnes sans aucune raison. Et tout le monde détestera Lonius pour cela. Son esprit est maintenant complètement brisé. Et il supplie ATU d'arrêter, mais elle commence à agir joyeusement, disant qu'il devait être une bonne personne religieuse qui aimait son pays et sa famille. Mais elle déteste les gens juste comme lui. Elle lui dit de regarder le massacre, puis son petit siège au paradis, et Lonius la supplie encore une fois d'arrêter. Cette fois, ATU le déchire tout simplement, mettant bientôt fin à sa torture. Elle se tient solennellement au bord de la falaise, réfléchissant à ses actions et à l'avenir, tandis que l'alliance de Lonia est dans une mare de son sang. Juste à ce moment-là, Geia et des elfes noirs arrivent, disant à ATU qu'ils se sont occupés de tous les mercenaires, exactement comme elle leur avait ordonné. Elle leur dit qu'elle en est satisfaite, et décide de rentrer, leur laissant le nettoyage.
Cependant, avant qu'elle ne parte, Geia a une question pour elle. Il lui demande nerveusement si elle compte mener à bien tout ce qu'elle vient de dire à Lonia. Et elle semble sérieuse un instant. Avant de retrouver son allure normale et joyeuse, elle dit qu'il n'y a aucune chance qu'elle fasse tout cela. Parce qu'elle est pacifiste. Qu'elle ne faisait qu'intimider Lonia pour le plaisir. Elle décide alors de se diriger immédiatement vers Takuto, car elle a un rapport urgent pour lui. Le rapport est la présence d'une autre sorcière dans le Nord. Et c'est un nouveau terme pour eux deux. Car il n'y avait pas d'unité appelée sorcière dans le jeu. Takuto réalise que ce n'est pas exactement le monde du jeu. Dans ce cas, et ATU affirme, disant que même si certaines choses sont les mêmes que dans le jeu, reste est assez différent. Cependant, elle est convaincue qu'ils peuvent utiliser les différences à leur avantage également. Takuto ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Alors elle lui dit que dans ce monde, au lieu de simplement absorber les capacités des adversaires qu'elle vainc, elle peut aussi absorber une partie de leur mémoire, qui va certainement être très utile. Elle dit avec enthousiasme à Otto que elle en sait un peu sur l'état du royaume de Qualia, déjà, grâce aux 2 paladins qu'elle a tués. Elle dit qu'actuellement, Qualia est occupée par les troubles dans le Nord. Donc ils n'y prêteront pas beaucoup d'attention, mais que toute leur équipe de reconnaissance soit anéantie, va sûrement soulever des questions. Takuto pense que même si Qualia agit, ils doivent être extrêmement prudents, car ils ne savent pas à quoi ils ont affaire. Il ne s'inquiète pas pour eux. Mais il est très curieux de la sorcière du Nord. Il demande à ATU ce qu'elle sait sur la sorcière. D'après les souvenirs du paladin, elle répond qu'il n'y a pas d'informations claires. La seule chose dont elle est sûre est que la sorcière a causé des dégâts d'ampleur militaire dans le Nord. Se souvient soudain que elle connaît aussi le nom de la sorcière. C'est Hirakino, la sorcière qui aspire. Takuto est curieux maintenant et il pense que si une seule sorcière peut causer des dégâts d'ampleur militaire à un pays, elle pourrait être venue dans ce monde depuis la Terre, tout comme eux. Il croit qu'elle est au même niveau que les unités de héros du jeu. Et il dit qu'il devrait se méfier de la sorcière, la considérant comme une ennemie potentielle. Do dit que la sorcière est définitivement un personnage, aligné sur le mal, comme eux, et ils peuvent essayer de la contacter. Mais Takuto rejette l'idée, lui rappelant qu'il est rare que les espèces alignées sur le mal soient en bons termes entre elles. À ce moment, elle dit que les choses semblent compliquées, mais Takuto lui dit de se calmer, car la sorcière est loin d'eux. Même si elle se révèle être leur ennemi, ils ont le temps de se préparer. Cela les amène au sujet de l'invocation d'un héros. Et Takuto dit qu'il pourrait avoir besoin de reconsidérer quel héros invoquer. Plus tôt, il avait pensé à invoquer la reine des insectes Ayla. Mais maintenant il se demande s'il ne serait pas préférable d'invoquer un héros plus orienté. Combat en plus de cela. Il sent qu'ils doivent changer leur stratégie concernant leur relation avec les autres pays voisins. Dit à ATU qu'il a décidé d'être ami avec le territoire indépendant à l'Est. Car ils auront besoin d'alliés, au cas où Qualia viendrait les combattre. ATU pense que ça va être difficile, même si le pays de l'Est est neutre. Mais Takuto croit que, tant qu'ils ont quelque chose de précieux à offrir, ils les écouteront. Il dit qu'ils devraient explorer le pays de l'Est, déjà pendant qu'ils développent leurs forces. Et ATU décide de poursuivre son plan. Pendant ce temps, dans un autre pays, les gens bêtes se battent contre de maléfiques monstres qui ne cessent d'attaquer leur ville. L'attaque est menée par une vieille, mais puissante sorcière femme vache. Et, juste au moment où elle finit d'éliminer une vague de monstres, une autre vague arrive, la faisant se demander ce qui se passe. De retour à Minegra, Hachu part exécuter les ordres de Takuto. Mais elle s'arrête à mi-chemin, agissant nerveusement. Elle dit qu'elle est peut-être allée un peu trop loin. Avec les paladins, elle craint que cela n'offense Takuto, qui aime vraiment la paix, mais il lui dit que ce n'est pas grave. Et rien de ce qu'elle fait ne peut l'offenser. Pour un instant même, ATU voit le roi de la ruine, d'un noir profond à la place de Takuto. Mais ensuite elle recommence à être à ses pieds, lui disant qu'elle exécutera chacun de ses ordres. Peu après, le palais de Takuto est enfin terminé. Il en est vraiment heureux. ATU partage sa joie. Et il parle de la façon dont c'est le monument, pour célébrer le début de leur royaume. Takuto dit qu'un jour il veut un palais encore plus grand. Et ATU dit que leurs puissants héros vivront dans le palais et qu'il y aura des serviteurs dans chaque pièce. Disant cela, cela lui rappelle que Takuto n'a pas encore d'assistant personnel. Et elle se sent soudain coupable à ce sujet. Elle dit à Takuto qu'elle trouvera immédiatement une femme de chambre, qui répondra à tous ses besoins. Et même quand il lui dit que ce n'est pas nécessaire. Elle insiste parce que c'est une question de fierté pour elle. ATU lui demande quel genre de femme il veut. Takuto répond nerveusement qu'il veut quelqu'un avec qui il est facile de parler. Il affirme que les elfes noirs gardent vraiment leur distance avec lui, et que ça n'aide pas son rêve de devenir un roi amical. ATU sait que la vraie raison derrière cela est la forme de Takuto. Mais elle ne lui en parle pas. Au lieu de cela, elle lui assure qu'elle s'occupera de la question. Avec une idée brillante. Et Takuto a le sentiment que ça ne finira pas bien de sitôt.
Molté, Geia et Emily arrivent là selon les ordres d'Eto. Et elle leur dit de rassembler toutes les filles du village et de les amener ici. Molté panique en entendant cela et demande des raisons. Et Atto lui dit que Takuto les aime jeunes. Elle est fière de son plan, parce qu'elle pense que les enfants peuvent être formés à parler librement à Takuto. D'un autre côté, Takuto déteste qu'elle le fasse passer pour quelqu'un de louche avec les enfants. Quoi qu'il en soit, il parvient à maîtriser la situation, en disant qu'il veut que les enfants le servent, parce qu'ils sont libres de la perspective souillée des adultes. Tout le monde est ravi d'apprendre que Takuto ne va pas transformer leur royaume en Epstein Island. Deuxième partie, et ATU couvre également ses arrières, disant que les tâches ne sont pas si difficiles, donc les enfants devraient aussi pouvoir les gérer. Geia répond immédiatement que si c'est le cas, il n'y a pas besoin d'appeler seulement les filles, car les garçons peuvent aussi aider. Takuto saute pour répondre à cette question, comme un vrai féministe, disant qu'il prévoit de former les enfants à devenir de futurs leaders. Et il veut aussi promouvoir les femmes au poste de direction. Cela sert donc deux objectifs à la fois. Les elfes le croient totalement. Emily est heureuse d'apprendre que le roi est féministe. Eux aussi, ils le louent pour sa vision. Et Takuto est content d'entendre qu'il a tout géré. Bien. ATU leur dit ensuite d'envoyer immédiatement des enfants ici. Et Takuto espère que maintenant, les gens cesseront d'être mal à l'aise autour de lui. Malheureusement, les enfants qu'on lui amène se mettent à pleurer. Et ATU ordonne à Molté d'amener le deuxième groupe. Il l'informe que c'étaient tous les enfants du village. Et ATU le traite de honte. Soudainement, Geia suggère à Molté qu'ils peuvent envoyer les jumelles. Mais il rejette l'idée. ATU relance le sujet. Et Molté révèle qu'il y a deux jumelles dans le village et bien qu'elles soient intelligentes, elles ont des circonstances particulières qui les rendent inaptes à servir le roi. ATU lui dit qu'elle décidera elle-même de cela. Et lui ordonne d'amener les jumelles ici. Mais Geia répond qu'il les a déjà convoquées. Il essaie de faire étalage de sa prescience devant le vieil homme. Mais ATU leur dit qu'ils pourront faire leur concours de qui a la plus grosse après ça. Geia fait rapidement entrer les jumelles. La sœur cadette se présente comme Karina. Et sa sœur aînée comme Marina. Tu peux dire d'un seul coup d'œil que les filles ont beaucoup souffert. Et interroge Karina sur ses cicatrices. Elle répond qu'elles sont dues à une maladie. Mais qu'elles lui vont bien. Molté précise que Karina a eu une maladie semblable à la variole. Et même si elle est complètement guérie maintenant, les cicatrices sont restées. Haru interroge ensuite Marina, et celle-ci répond cruellement qu'elle a mangé sa mère. Takuto et Haru sont tous deux choqués d'entendre cela. Se tournent vers Molté pour une explication. Et il révèle nerveusement que la mère des jumelles était une femme fière et noble, qui a sacrifié sa vie pour leur clan. Ils ont réalisé que les elfes noirs avaient dû faire un choix entre la famine ou le cannibalisme, à un certain moment. Et c'est ainsi que les jumelles ont perdu leur mère. Je pense que c'est une bonne chose, que les filles soient sans peur. Mais elles trouvent quelque chose d'étrange chez elles. Soudain, Marina s'approche de Takuto, et dit qu'il est d'une pureté éclatante. Elle est confus par sa déclaration, mais lui demande si elle n'a pas peur de lui. Marina lui dit qu'elle n'a pas peur, et accepte de devenir sa servante, car elle est sûre de pouvoir gérer la situation. Après cela, Takuto demande à Karina ce qu'elle en pense, et elle répond qu'elle doit rester avec sa sœur. Donc elle deviendra aussi sa servante. Takuto est ravi de les avoir. ATU déclare que les jumelles ont officiellement devenir les serviteurs du roi. Cependant, une fois qu'il quitte la pièce, Molté donne un mot de prudence à Takuto, lui disant que les jumeaux n'ont pas versé une seule larme depuis la mort de leur mère. Il ajoute qu'ils ont fermé leur cœur à tout le monde et demande à Takuto de les traiter avec gentillesse et patience. Peu après, les jumeaux commencent à servir Takuto, et Marina est maladroite et lui renverse de l'eau dessus. Karina nettoie son désordre quand ATU arrive. Elle est déçue de voir cela, mais dit à Takuto qu'ils doivent assister à une réunion maintenant. Une fois la réunion commencée, ATU décide de parler du département de la construction. D'abord, Emily se lève, car elle est la chef des constructions, dit que puisque le palais est terminé, leur main-d'œuvre est désormais libre de construire un autre bâtiment. Takuto est ravi d'entendre cela, et il ordonne à Emily de construire une clinique, car cela gardera leur peuple en bonne santé, et c'est aussi la moins chère à construire. Emily s'assied, sa partie étant terminée. Mais quand ATU commence la discussion sur la collecte de ressources, il doit se relever, car c'est aussi sa responsabilité. Elle dit qu'il récolte de la nourriture et d'autres ressources à un rythme régulier, grâce aux ustensiles spéciaux et aux outils que Takuto a créés pour eux. Elle croit qu'il est inefficace de faire travailler le roi pour eux, mais ATU répond que, parce qu'ils n'ont besoin que de mana pour créer de nouveaux objets, ils devraient travailler à la construction d'installations, qui peuvent les aider à recueillir beaucoup de mana rapidement. Elle passe ensuite au département de recherche, et Mulder se lève pour présenter son rapport. Il dit que la magie militaire, sur laquelle il travaillait est terminée, mais que seul lui peut l'utiliser pour l'instant.
Il va bientôt l'enseigner aux autres elfes. Il ne pense pas qu'elle sera beaucoup utilisée dans la vraie vie car leur roi est un pacifiste. Adu est d'accord avec lui, et dit qu'une magie militaire est suffisante pour l'instant. Elle demande à Meulté de se concentrer sur les 6 grands éléments maintenant, car cela les aidera le plus. À long terme après ça. Elle s'enquiert du statut militaire. Et Geia se lève pour livrer son rapport. 5 insectes à longues pattes ont rejoint l'armée en tant qu'éclaireurs. Et ils sont actuellement en train de recueillir des informations sur la nation. Il dit qu'ils ne sont pas sortis au-delà de la forêt car c'est une plaine stérile. Et il n'y a nulle part où se cacher. Otto lui dit de déployer tous les insectes pour explorer la zone rapidement, parce que tant qu'elle les défend, ils n'auront aucun problème. Geia est content d'entendre ça et ensuite, Adu dit que, ils ont aussi décidé quel héros ils allaient invoquer ensuite. Kuto déclare qu'ils invoqueront Ayla, la reine des insectes, et les elfes noirs se mettent soudain en mode alerte. Molta rapporte qu'ils ont rassemblé toute la nourriture et le bois nécessaire pour invoquer le héros. Et maintenant, il ne reste que le mana. Après ça, ils discutent d'autres problèmes. Et la réunion se termine, après quelques heures très fatigantes et stressantes. Une fois que tout est réglé, Takuto retourne à sa salle du trône avec ses serviteurs. Mais Marina le bouscule, éparpillant les documents partout. Karina se précipite pour l'aider, mais elles finissent par déchirer un document à la place. Takuto leur dit que ce n'est rien. Il se rassoit sur son trône, quand Marina l'approche en lui demandant s'il est un méchant. Il répond qu'il est un personnage aligné sur le mal, ce qui signifie en gros qu'il est un méchant. Marina lui demande pourquoi il ne les tue pas dans ce cas. Et Takuto ne peut même pas comprendre entièrement sa question. Karina précise, disant que sa sœur veut savoir pourquoi un grand roi, comme lui, fait preuve d'une telle miséricorde, même quand elles font des erreurs tout le temps. Kuto essaie de faire passer ça pour son habitude, mais les filles ne sont pas satisfaites. Et il décide de leur dire la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Il dit que les bonnes personnes ne peuvent faire que de bonnes choses, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas blesser les autres ou leur voler des choses. Il demande aux filles ce que les méchantes personnes peuvent faire, et elles répondent qu'elles ne peuvent faire que de mauvaises choses. Kuto les corrige, disant que les méchants peuvent faire ce qu'ils veulent. Il affirme qu'ils sont égoïstes et totalement libres. Donc ils peuvent faire de bonnes choses et de mauvaises choses comme ils l'entendent. Il dit que, puisqu'il est un méchant, il peut leur pardonner même s'ils font des erreurs. Et cela, soudainement, lui fait réaliser que les filles faisaient des bêtises, exprès pour qu'il les punisse. Il leur demande de confirmer sa théorie, et elles le font, alors Takuto réalise que les filles se sentent coupables d'avoir survécu, alors que leur mère n'a pas pu, et il s'approche d'elles calmement. Il leur demande ce que leur mère leur a dit avant de mourir. Et Marina répond qu'elle leur a dit de continuer à vivre. Takuto leur dit que l'amour de leur mère est ce qui les a maintenus en vie, pour voir ce jour, et qu'elles devraient vivre une vie dont elles seraient fières. Il leur tapote la tête, leur disant qu'elles sont libres de vivre comme elles l'entendent, et qu'il les bénira, tant qu'elles pourront vivre une vie heureuse et pleine de sens. Les filles le serrent dans leurs bras et commencent à pleurer en entendant cela. Quand Adu arrive dans la pièce plus tard, elle les trouve endormis sur le trône de Takuto. Elle est jalouse qu'elle se soit rapprochée de lui, mais se souvient ensuite du rapport qu'elle était venue faire. Ils vont dans une autre pièce, où Ateu lui parle de la nation neutre, appelée Fonkaven, à leur est, où humains et bêtes peuvent vivre ensemble. La ville qui est plus proche de la forêt s'appelle Dragonton, et elle fait aussi partie de la nation. Et elle est dirigée par un conseil de chamans. Takuto pense qu'ils peuvent établir une relation diplomatique avec Dragonton en premier, mais il est curieux de savoir pourquoi la ville a été construite si loin du royaume principal. Otu lui raconte les rumeurs concernant la ville bâtie autour d'une veine de dragon, qui est la meilleure source de mana naturelle. Elle croit que la ville est un avant-poste, juste pour récolter le mana, mais actuellement, elle est attaquée par des gobelins et d'autres monstres, sans aucun espoir de renfort du royaume. Takuto pense que c'est leur chance, car si la ville tombe aux mains des monstres, il y aura beaucoup de réfugiés, et ils pourront les ajouter à leur population, et ensuite les utiliser comme base pour négocier directement avec le royaume de fond. Takodo envoie immédiatement un groupe d'ambassadeurs à Dragon Town. Dirigé par Ateu, il rencontre la chamane Bison, Tanka et d'autres hommes bêtes, juste au bord de la forêt. Ateu et les autres dégagent une aura de pur mal, et les hommes bêtes commencent à paniquer en voyant ça. Tonga leur dit de ne pas attaquer ces gens, dans un état de panique, car elle est sûre qu'ils ne peuvent pas les vaincre. Pendant ce temps, Ateu dit aux elfes noirs de se tenir prêts, car elle veut parler seule aux hommes bêtes. Tonka panique encore plus à cela, car ses subordonnés hommes bêtes sont forcés par leurs instincts de courir ou de s'enfuir. Ateu commence à libérer ses tentacules pour menacer les hommes bêtes, mais juste à ce moment-là, un humain idiot intervient et désamorce la situation tendue. Il se présente joyeusement comme Pépé, demande à Ateu de se présenter également. Ateu est tellement surprise par son attitude qu'elle rétracte immédiatement ses tentacules. Mais maintenant Tonka craint que ce crétin va les faire tous tuer.
Heureusement, Pépé a sauvé les miches de tout le monde, en engageant la conversation. Il s'avère que les habitants de Dragon Town voulaient aussi rencontrer le roi Takuto. Tonga dirigeait une délégation. ATU lui dit qu'il faisait la même chose. Et c'est pourquoi ils se sont rencontrés en chemin. ATU les mène à l'intérieur de la forêt. Et Pépé commence à jacasser sur leurs aventures, en chemin. Tonka s'excuse au nom de l'idiot. Et ATU lui dit que c'est bon. Même si elle est agacée par lui. Elle demande alors à Tonka pourquoi elle n'avait pas amené ses soldats avec elle. La dame Bison répond qu'il ne pourrait de toute façon pas supporter l'air sombre de la forêt. Elle est curieuse de rencontrer le roi, qu'un monstre puissant comme ATU sert. Mais quand elle se retrouve face à Takuto, elle ne peut même pas commencer à saisir ses véritables capacités. Elle commence à craindre qu'il ne soit en danger. Et Pépé pourrait être en plus grand danger, à cause de sa personnalité stupide. Plus tôt, quand ils quittaient Dragon Town, ils ont rencontré un puissant troll. Et Pépé a décidé de montrer ses talents, en le combattant seul. Il a réussi à maîtriser le troll et à grimper dessus. Mais ensuite, le troll s'est relevé et l'a de nouveau attaqué. Pépé s'est figé de panique. Tonka est arrivé juste à temps pour le sauver. Elle lui a fait la morale sur son imprudence. Et ensuite, elle lui a dit qu'en guise de punition, il devait l'accompagner dans la forêt maudite. Parce qu'il devait enquêter. Pour savoir si c'était la source des monstres qui attaquaient leur ville dernièrement. Maintenant, elle regrette sa décision. Pense qu'elle n'aurait pas dû amener un enfant devant la personnification du mal. Mais Pépé est Pépé. Et il se présente avec assurance à Takuto, lui demandant de devenir son ami. Tonka panique et ferme la bouche de l'idiot, s'excusant en son nom. Mais Takuto est heureux parce que c'est la première fois que quelqu'un lui demande d'être son ami. Dans ce monde, il accepte de devenir l'ami de Pépé. À la grande surprise de Tonka, et ATU prend un instant pour digérer la situation, avant de féliciter Takuto pour son premier ami. Les elfes noirs commencent aussi à l'applaudir. Et Tonka est complètement confuse à propos de ce qui se passe ici. Après cela, un dîner de bienvenue est servi devant les invités. Et Tonka est époustouflé par le goût du jus de pomme et les ustensiles en verre transparent. Pépé aime aussi et il demande à être resservi. Et ensuite, il saute immédiatement par-dessus la table pour dévisager les muscles de Geia. Et ensuite, pour étaler sa magie devant Multé. Kuto est vraiment impressionné par ce dieu des extravertis. Mais il ne sait pas comment aller de l'avant à partir de là. Il ne veut pas être distrait par son amitié nouvellement formée, parce qu'ils vont avoir d'importantes discussions diplomatiques. Mais il veut aussi montrer aux hommes bêtes qu'il est amical afin qu'ils puissent lui faire confiance. Soudain, il a une idée. Et il demande à Pépé s'il voudrait jouer à un jeu avec lui. Tout le monde le regarde avec confusion. Pépé est ravi d'accepter l'offre. Il joue à une variété de jeux, et Pépé bat Takuto à chacun d'eux. Au grand désarroi de Tonka, il dit ensuite à Takuto que ces nouveaux jeux sont amusants, et qu'il devrait les vendre à leur pays. Tonka panique en entendant cela. Takuto accepte avec plaisir, car il avait de toute façon prévu de faire affaire avec eux. Quoi qu'il en soit, il remercie Pépé d'avoir soulevé ce point. Mais il réalise alors que le temps des jeux est terminé. Car il doit maintenant avoir une discussion sérieuse, une discussion diplomatique avec le Hombet. Une fois le déjeuner terminé, Takuto fait signe à ATU de commencer la discussion. Et elle demande immédiatement à Tonka la raison pour laquelle elle a mené une délégation ici. Tonka tressaille alors que le vrai sujet est enfin abordé. Et elle révèle que récemment, des barbares maléfiques comme des trolls et des gobelins ont attaqué leur ville. Dit qu'ils sont venus ici pour enquêter sur la cause de ces attaques. Et Takuto demande immédiatement s'il manque de force militaire. Tonka panique à cela, car si Takuto découvre leur faiblesse, il peut l'utiliser contre eux lors d'une négociation. Elle dit immédiatement qu'ils sont capables de les repousser, sans aucun problème pour l'instant, puisqu'ils ont envoyé 2 de leurs plus puissants chamans en mission pour enquêter. Cela montre qu'ils sont confiants en leur force. Tonka dit qu'ils ne veulent juste pas prendre de risques, et ATU est d'accord avec elle, car les barbares évitent généralement les civilisations. Tout le monde croit ces mots. Ensuite Pépé prend la parole. Il dit qu'on lui a dit que la mission d'enquête est de trouver la source des barbares. Sinon leur ville sera détruite. Et Tonka est si abasourdi qu'elle ne peut même pas le gronder. Quoi qu'il en soit, ATU l'assure qu'ils n'ont aucune hostilité vers Dragontin, ou leur royaume, et ils essaient juste de développer leur propre nation en paix. Dit ensuite que le problème des barbares les concerne aussi, car une fois qu'ils auront détruit Dragontin, ils les attaqueront. Tonka reprend espoir de pouvoir obtenir de l'aide, et Takuto affirme qu'il veut aider ses amis. Tonka lui demande ce qu'il veut en retour, car elle sait qu'elle ne peut plus négocier avec lui d'égal à égal, à cause de Pépé. Atu répond qu'ils veulent la veine de dragon de la ville. Et Tonka panique, car elle n'avait même jamais mentionné cela. Elle remarque qu'Atu a fait ses recherches, et elle affirme en disant qu'ils seront satisfaits d'un contrôle conjoint de la veine de dragon, car actuellement, ils n'ont pas besoin de tout le mana qu'elle produit.
Cependant, elle veut que Minagura ait le droit de décider en quel élément le mana sera converti. Tonka est surprise d'entendre cela, car ils n'ont pas encore atteint ce niveau de technologie, et elle suppose Minagura est déjà plus avancé qu'eux. Elle se demande si elle devrait accepter l'accord, mais elle décide ensuite de parler de Pépé à Takuto et Atu. Elle dit qu'il est encore plus idiot que Goku et Luffy réunis, mais qu'il est talentueux, et aussi le meilleur juge de caractère parmi tous les chamans. C'est pourquoi elle veut qu'il décide. Il devrait accepter cet accord. Et Pépé lui dit qu'il voulait être ami avec les gens de ce pays depuis le début. Avec cela, une alliance entre Minagura et le royaume étranger est formée quelques jours plus tard. Takuto convoque une réunion pour discuter des détails des négociations qui ont déjà pris fin. Millie dit qu'ils exporteront de la nourriture et des jouets vers le royaume étranger, ou plus particulièrement vers Dragontin, et qu'en échange, ils leur fourniront du métal et d'autres nécessités quotidiennes, également en échange de la lutte contre les barbares. Ils auront un contrôle conjoint sur la veine de dragon. Multé remercie l'insouciance de Pépé pour cela, mais il est aussi inquiet pour le garçon. Takuto pense la même chose, mais au fond de son cœur, il sent que Pépé savait que les négociations prendraient beaucoup de temps s'il ne révélait pas la situation désespérée dans laquelle il se trouvait. Alors il a révélé la vérité exprès pour obtenir de l'aide rapidement. Quoi qu'il en soit, ils reprennent la discussion. Karina et Marina posent des questions sur le royaume étranger, car elles n'en savent rien. Multé est d'accord avec elle, disant qu'ils doivent se renseigner sur les coutumes et les règles du pays avec lequel ils sont alliés. Et Takuto n'en a aucune idée, car ce n'était pas vraiment une caractéristique du jeu. Il dit qu'ils s'en occuperont plus tard, car pour l'instant, leur objectif est d'aider la ville du dragon. Il dit qu'ils enverront une délégation à la capitale de Forme plus tard, car c'est trop loin. Et Multé demande quelle raison officielle ils devraient utiliser pour cela. Marina dit qu'elles iront là-bas pour jouer, car c'est ce que Pépé a dit. Et Takuto aime l'idée d'envoyer un petit groupe pour présenter ses respects avant d'envoyer une délégation formelle. Multé se porte volontaire pour diriger le petit groupe, mais Takuto pense qu'il est trop important pour cela. Geiya est d'accord, disant que Multé n'est qu'un vieil homme pour eux. Mais pour les autres pays, il sera comme le ministre de la magie. Multé est d'accord avec lui, et dit que tout le monde ici est trop important. Dans ce cas, et les seules bonnes candidates sont les jumelles. Cependant, Kuto pense qu'il est trop dangereux de les envoyer. Mais Multé insiste sur le fait que, puisqu'il les prépare à des rôles de leadership, de toute façon, à l'avenir, il devrait les laisser acquérir de l'expérience. Takuto n'est pas convaincu, alors, Otto se porte volontaire pour accompagner les filles, pour assurer leur sécurité. Multé lui dit qu'elle est la personne la plus proche du roi. Donc, elle sera une figure encore plus importante pour le royaume étranger. Moi aussi, c'est immédiatement en entendant cela. Et il ne reste plus que les jumelles. Elle s'approche de Takuto, lui rappelant qu'il leur avait dit qu'elles étaient libres. Et maintenant elles veulent utiliser cette liberté pour le représenter, dans un autre pays. Il leur dit que c'est risqué, mais elles sont prêtes à prendre le risque. Elles tentent de le faire céder avec des yeux de chiot innocent. Takuto cède, ce qui est un choc pour ATU. Car jusqu'à présent, seule elle pouvait le faire. Elle se montre jalouse et boudeuse par la suite. Et dit à Takuto de l'oublier. Et de construire son harem dès maintenant. Il ne sait pas comment la consoler. Mais alors, les jumelles lui disent d'exprimer ses vrais sentiments envers elle. Takuto suit leur conseil et prend la main d'Atu, la remerciant de toujours penser à lui, et disant qu'il n'aurait pas pu aller si loin sans elle. Il lui dit qu'elle est la seule pour lui. Et elle est complètement sidérée. Elle imagine une vie de couple heureuse avec lui. Et Takuto est juste content que l'affaire soit résolue. Après cela, Takuto emmène ATU et les jumelles à la clinique nouvellement construite, car leurs gardes du corps pour le prochain voyage sont là. ATU est surprise d'entendre cela. Takuto lui parle des unités de médecins de la peste qu'il a récemment créées. Takuto ouvre la porte de la clinique et mène son groupe à l'intérieur. Et les médecins de la peste sortent immédiatement pour l'accueillir. Tandis que Marina est frappée par ces personnes étranges. Karina est un peu effrayée cependant. Contrairement à leur apparence, les médecins ont une personnalité vraiment joyeuse. Ils ont un peu manifesté leurs émotions pour accueillir leur roi puissant et sage. ATU, la plus grande fan de Takuto, est impressionnée par leur dévouement. Et elle dit qu'ils sont qualifiés pour servir de subordonnés. Takuto lui dit qu'il les avait déjà créés, au cas où des urgences médicales surviendraient. Mais ils avaient été en attente tout ce temps. Il dit qu'ils seront les gardes du corps parfaits pour les jumelles. Et Atu est d'accord avec lui, les jumelles, d'un autre côté, sont toujours confuses face à ces étranges hommes masqués. Et Takuto leur dit que ce sont des médecins, qui peuvent soigner les maladies, et ils sont aussi très compétents au combat. Atto explique alors aux médecins leur mission, protéger les jumelles, pendant qu'elles observent la culture de Dragon Town. Ils sont ravis de recevoir cette mission, mais les filles les trouvent trop bruyants et agaçants. Quoi qu'il en soit, les médecins déclarent qu'ils agiront de la manière la plus humaine possible pour accomplir cette mission, et satisfaits de leur dévouement.
Takuto décide de les récompenser avec des noms. Il les nomme Akira, Jiro et Saburo. Les médecins sont submergés d'émotions. Takuto pense que, puisque les unités produites dans ce monde ont des personnalités individuelles, il est logique de leur donner des noms. Cependant, il sent qu'il a peut-être été un peu trop généreux, en voyant les médecins s'emballer. Et Marina agit comme si elle faisait partie d'eux. Karina, d'un autre côté, trop timide pour les approcher, et Arthur peut comprendre ce qu'elle ressent. D'un autre côté, la mère de Dragonton est en pleine crise de colère, parce qu'elle est trop occupée par le travail. L'elfe nommé Antique pensait qu'elle pourrait vivre une vie facile, si elle quittait son pays, et venait dans un territoire neutre. Mais il y a trop de travail ici, et elle n'a même pas le temps de trouver un petit ami. Elle est encore plus furieuse du fait qu'elle doit travailler avec les forces du mal, pour protéger sa ville, mais alors qu'elle fait une crise. Son subordonné arrive. Antique adopte immédiatement son comportement professionnel, et lui demande ce dont elle a besoin. La femme lui dit que des gens veulent la rencontrer sans rendez-vous. Et Antique lui dit de les renvoyer, car son temps est plus précieux que l'or. Cependant, quand la femme lui dit que les invités inattendus viennent de Minorca, elle panique, et décide de laisser tomber tout son travail pour les rencontrer. Alors qu'elle se rend à la salle d'attente, elle trouve les jumelles assises sur le canapé, tandis que les trois médecins menaçant derrière elle. Antique est effrayée par l'aura maléfique que dégagent les médecins, et elle se demande si les chamans sont devenus fous de s'allier avec des gens comme eux. Quoi qu'il en soit, elle accueille les jeunes filles, se présente comme les représentantes de Minegra. Antique est sur ses gardes face à elle, car elle a entendu des histoires sur les assassins elfes noirs, et elle trouve les médecins encore plus louches. Karina remarque qu'elle semble mal à l'aise. Mais avant qu'elle ne puisse en parler, Antique s'excuse de ne pas être prête à les accueillir. Karina et Marina lui disent que ce n'est pas grave. Et puis Antique commence à réfléchir. Pourquoi quelqu'un enverrait deux enfants ici? Elle se souvient soudain que Tonka avait parlé de deux sœurs jumelles élevées par le roi noir, comme de futures dirigeantes, et elle panique, réalisant qu'elle a affaire à des personnes vraiment importantes. Elle réalise que si elle gâche quoi que ce soit ici, cela pourrait créer des problèmes pour son pays. Elle demande nerveusement aux jumelles la raison de leur visite. Mais elle ne trouve pas de réponse. Jiro s'avance pour répondre à la question à la place. Et il dit à Antique qu'elles sont là, parce que Pépé les a invitées à venir jouer. Il lui assure que c'est une visite informelle, où elles veulent en apprendre davantage sur la culture, le mode de vie de leur nation alliée. Et qu'il n'y a pas besoin de discussion officielle, car les filles ne sont pas encore prêtes pour cela. Antique ne pouvait être plus heureuse d'entendre cela, car maintenant, elle n'a pas à se soucier de négocier avec les filles. Elle décide d'entretenir de bonnes relations avec elles, pour le bien de l'avenir de tous, et se porte volontaire pour leur faire visiter la ville. Les jumelles sont heureuses d'accepter son offre, et Antique passe la journée à leur faire visiter la ville. Et Takuto voit tout à travers les yeux des médecins. Après avoir fini d'explorer la ville, les filles se rendent à leur logement le soir. Marina entame une discussion sur ce qu'elles ont observé aujourd'hui, et Marina dit qu'elle a remarqué un sentiment d'anxiété chez les gens. Ils avaient peur des ennemis extérieurs, tout en luttant avec des problèmes de nourriture, et Marina pouvait comprendre, car elle est sensible aux émotions des autres. Les médecins sont impressionnés d'entendre cela, et ils présentent quelque chose qu'ils ont trouvé au marché. Alors que Marina ouvre la pochette qu'ils lui donnent, elle trouve une fleur blanche. Karina la reconnaît comme la fleur de pavot. Elle est utilisée comme narcotique, et elle a été interdite sur presque tout le continent. Elle pense que la fleur a l'air trop saine pour être sauvage, et juge que quelqu'un essaie de vendre de la drogue à Dragonton pour profiter des gens anxieux. Karina se met en colère, en pensant à comment quelqu'un essaie de ruiner la paix, tandis qu'Antique travaille dur pour protéger la ville. Et les médecins décident d'être plus prudents désormais. Le lendemain, Karina et Marina visitent le champ de la veine du dragon, qui contient beaucoup de cristaux remplis de mana. Les jeunes filles sont surprises par la vue. Mais alors qu'elles admirent les cristaux, un marchand nommé Vesta les approche. Il dit aux jumelles qu'il a entendu parler de la veine du dragon, étant désormais contrôlée conjointement par Dragontin et Minagra. Il avait donc une proposition commerciale pour elles. Il leur dit que l'herbe de pavot pousse bien dans cet endroit riche en mana, et il veut la cultiver, parce qu'elle atteint un prix élevé. Il offre de donner une part de ce profit à Minagra, ainsi que d'autres cadeaux pour leur roi. Et les jumelles lui en demandent plus. Vesta leur dit qu'ils parleront du reste des choses, en privé, et leur donne l'adresse, où elles pourront le trouver plus tard. Il est content que les personnes aux intentions maléfiques soient si faciles à faire des affaires avec. Mais les jumelles sont en colère en apprenant qu'il est la personne qui essaie de ruiner la ville. Elles ne lui rendent pas visite et vont plutôt rencontrer Antique à nouveau, alors que leur voyage touche à sa fin. Elle est contente qu'elles aient apprécié leur séjour en ville. Elle leur demande de lui présenter, en tant que maire astucieux et capable, au roi à ce moment-là. Vesta arrive alors avec ses laquais, et Antique panique en le voyant. Elle demande le diable lui a donné la permission d'entrer ici, mais il répond qu'ils sont entrés par la force brute.
Vesta alors demande aux filles leur réponse à son offre précédente, car elles ne sont pas venues le rencontrer. Antique perd la tête, car elle pense que les jumelles maléfiques ont fait un marché avec une racaille comme Vesta. Mais Karina la rassure qu'elles n'ont absolument pas l'intention de s'associer à cet enfoiré. Dit à Vesta qu'il aurait dû être assez malin pour savoir qu'elle n'allait pas travailler avec lui, puisqu'elles ne se sont pas montrées. Elle demande ensuite à Antique si ça lui convient qu'elle gère Vesta, car elle ne le ferait pas si cela causait des problèmes entre leurs pays. Antique est plus qu'heureuse de les laisser gérer le tordu marchand et ses hommes de main, et les guérisseurs s'interposent immédiatement entre eux et les jumelles. Voyant qu'ils ont l'intention de se battre, Vesta sort une seringue pleine d'extraits de pavot et dit aux filles que une seule dose de cette chose les rendra dépendantes. Elle lui rappelle que s'il leur fait quoi que ce soit, il transformera toute la nation de Minagra en son ennemi, et leur roi ne le laissera pas mourir en paix. Vesta dit que tout ira bien, car après cette injection, les filles feront tout ce qu'il veut, et ensuite leur fichier PDF suivra également ses ordres. Vesta remet ensuite l'injection à ses hommes, tandis qu'il s'écarte, mais tout à coup, l'épée de son homme de main arrive en volant droit sur lui. Il panique et se retourne, et la vision devant ses yeux est encore plus horrifiante. Dans ce temps, à Minagura, Emily fait son rapport à Takuto quand elle lui demande pourquoi il a envoyé les guérisseurs comme garde du corps, alors qu'ils auraient pu dépêcher leurs guerriers. Takuto lui dit que les guérisseurs aiment vraiment les humains, et les demi-humains, et à cause de cela, ils reçoivent des buffs supplémentaires lorsqu'ils s'occupent d'eux, peu importe qu'ils les soignent ou les combattent. De retour dans le bureau d'Antique, les médecins de la peste ont massacré les acolytes de Vesta, les ont dépecés. Ils ont également retiré leur déguisement, révélant qu'ils sont des monstres de patchwork, qui ne sont pas humains, mais ils veulent le devenir en portant leur peau. Antique est horrifié par cette scène, et Marina la réconforte, tandis que Karina ordonne aux médecins d'en finir avec Vesta, car il a menacé de leur faire du mal, et insulter leur roi. Vesta leur dit d'arrêter car ce sont des gens maléfiques, tout comme lui, mais Karina lui dit qu'être maléfique signifie être libre de faire tout ce qu'ils veulent, et elle le veut mort, sur son ordre. Les médecins se débarrassent rapidement de Vesta, et maintenant, tous les trois ont des peaux humaines à porter. Pendant que Marina leur dit qu'ils ont l'air humains, Karina s'excuse auprès d'Antique de l'avoir traumatisé et d'avoir mis son bureau en désordre. Elle commence à se demander comment ils vont payer les frais de nettoyage, mais Antique lui dit nerveusement que ce n'est rien. Karina est heureuse de l'entendre, mais Antique est encore plus terrifiée, maintenant qu'elle sait que les jumelles ne sont même pas un peu surprises par cette scène macabre. Elle surine dessus de peur, et en voyant cela, les médecins décident aussi de faire de même, car ce serait une chose humaine à faire. Cependant, Karina leur donne un coup de pied sauté en leur disant d'arrêter, et quelque chose se brise dans l'esprit d'Antique, alors qu'elle éclate de rire peu de temps après. Les jumelles retournent à Minagro et rapportent ce qu'elles ont trouvé. Mais ATU devient furieuse, en réalisant ce qu'elles ont fait à Dragon Town. Au lieu de gronder les filles, elle déverse toute sa colère sur Takuto, car c'est lui qui les a laissées aller aussi loin. Elle sait qu'il a abandonné son travail, pour pouvoir les surveiller. Et malgré cela, il les a laissés massacrer les bandits, dans le bureau d'Antique. Takuto dit qu'il n'a pas arrêté les filles, car il pensait qu'elles le détesteraient, et elle lui crie dessus encore plus fort, lui demandant s'il est le père d'adolescents. Après ça, ATU se tourne vers les jumelles, qui portent toujours leurs capes ensanglantées, et réprimandent pour avoir commis des actions aussi violentes. Ensuite, elle se tourne vers les médecins, mais ils sont en fait fiers d'avoir tué 3 personnes, et d'avoir porté leur peau pour devenir plus humains. ATU perd son sang-froid face à cela, et en guise de punition, elle dit à tout le monde d'écrire une dissertation, pour réfléchir aux erreurs qu'ils ont commises, ce qui est une punition plutôt cool, pour avoir dépopé 3 mecs dans un autre pays. Après ça, une réunion est convoquée pour discuter de la manière dont ils aborderont Dragonton, mais Takuto est trop occupé à distribuer des bonbons aux jumelles. ATU les réprimande encore une fois, et les elfes noirs lui disent de se calmer, car ils doivent d'abord s'occuper de la réunion. Molte dit que les elfes sont aussi partiellement fautifs, de ne pas avoir appris les bonnes manières aux jumelles, et Otto décide de s'en occuper plus tard. Alors que la réunion commence, Mulder demande aux jumelles si leur rapport est exact, et elles sont confiantes d'avoir toutes les observations correctes. Les elfes lisent que Dragonton a beaucoup de problèmes. La nourriture est rare, et il n'y a pas assez de gardes pour patrouiller la ville. Donc la criminalité augmente, cependant. Le plus gros problème reste les attaques de barbares qui impliquent des gobelins, des orques et des géants des collines. Alors que les gobelins et les orques ne sont que des monstres de bas niveau, les géants des collines sont assez puissants et difficiles à vaincre. Molte dit que les soldats et les chamans de Dragontin n'ont pas réussi à trouver la source exacte, d'où proviennent les monstres. Et ils pensent que c'est parce qu'ils sont trop épuisés pour utiliser pleinement leur sens aiguisé. Geia dit qu'il devrait immédiatement envoyer une armée pour aider Dragontown, avant qu'elle ne tombe aux mains des monstres. Mais Emily pense qu'envoyer leurs travailleurs se battre dans une guerre peut causer des problèmes à leur économie.
ATU leur dit qu'elle va prendre part à l'expédition. Donc, ils devraient organiser le reste des troupes en conséquence. Elle dit que, même si les monstres auxquels ils font face sont de bas niveau, elle devrait pouvoir en tirer des compétences utiles. Et cela rendra leur pays plus fort. Takuto est d'accord avec l'idée. Et puis, Molté suggère qu'il l'accompagnera également. Car il peut aider au combat, ainsi que dans les affaires diplomatiques. Il décide d'emmener quelques-uns de ses étudiants avec lui, pour l'aider. Et Geiya dit qu'il n'y a pas besoin de lui. Et des guerriers pour quitter Minegra. Dans ce cas cependant, Emily n'est pas sur Seal, est assez fort pour protéger le pays, puisqu'ATU est leur principal pourvoyeur de dégâts. Ado est d'accord avec elle, et se tourne ensuite vers Takuto pour la réponse, qui dit à tout le monde qu'il va invoquer un héros. Bientôt, donc ils n'ont plus à s'inquiéter des défenses. Les elfes sont vraiment surpris d'entendre cela, et ils disent que le timing est si parfait, qu'il semble que Takuto ait vu l'avenir. Takuto veut leur dire que ce n'est qu'une coïncidence. Mais au final, il décide de juste savourer les éloges. Peu après cela, il est temps d'invoquer le héros. Toutes les ressources pour l'invocation sont rassemblées à l'hôtel. Tout le monde est impatient de voir l'invocation, et Takuto est le plus excité. Car cela lui rappelle l'époque où il économisait des matériaux pour invoquer des héros dans le jeu. Avant l'invocation, Takuto parle avec ATU par télépathie, demandant ce qu'elle pense qu'il se passera quand ils invoqueront Ayla. Elle n'en est pas sûre, car c'est le premier héros qu'il invoque. Et elle espère qu'Ayla sera obéissante envers Takuto. Cependant, au cas où elle serait hostile, ATU est prête à risquer sa vie pour la protéger. Le roi Takuto la remercie d'être toujours à ses côtés, mais lui demande de ne pas risquer sa vie, car il ne pourra pas la réinvoquer si elle meurt. Sur ce, il commence le rituel d'invocation, créant une sphère de mana sombre, qui dévore toutes les ressources, avant de se transformer en œuf. Alors que l'œuf se fissure, Ayla, la reine des insectes, en émerge. Takuto l'observe avec impatience et alors qu'Ayla hurle fort, il tressaille. Heureusement, elle lui est entièrement dévouée. Elle s'incline devant lui, pour le remercier de l'avoir amené dans ce monde. Il est également content de la voir et lui demande si elle se souvient de lui. Ayla lui répond qu'elle se souvient évidemment de lui, car ses souvenirs du jeu sont intacts. Mais alors, ATU s'interpose entre eux pour vérifier quelque chose. Elle demande à Ayla si elle est vraiment loyale envers Takuto. Et la reine des insectes commence à lui caresser la tête, en disant que elle ne peut être loyale envers quelqu'un d'autre que son roi. ATU est déconcerté par cela et lui demande d'arrêter. Et Ayla est plus intéressée à en savoir plus sur leur situation actuelle. Takuto l'emmène au palais, où il lui dit qu'il a été invoqué dans ce monde, avec ATU, et c'est grâce à elle qu'ils sont arrivés jusqu'ici. ATU est vraiment flatté d'entendre cela, et ils commencent tous les deux à flirter. Ayla leur dit d'aller prendre une chambre avant, qu'elle ne dise à Takuto qu'elle prendra le rôle de protéger leur royaume comme il le lui a ordonné. Celle qui ira aider Dragon Town sera ATU. ATU se sent déjà seule, car elle va être loin de Takuto. Et il dit qu'il ne sait pas s'il peut fonctionner correctement sans son soutien. Pendant ce temps, Ayla les observe et les chipe ensemble, comme une vieille grand-mère. Le lendemain, ATU se prépare à partir pour Dragon Town, avec Multé et ses étudiants. Elle fait un adieu émouvant à Takuto. Et une fois qu'elle est partie, Ayla dit qu'elle devrait aussi commencer à travailler. Sa première tâche est de devenir la secrétaire temporaire de Takuto. Et contrairement à ATU, elle est assez stricte. Elle dit à Takuto qu'il ne peut pas dormir jusqu'à midi, car il est le roi et son peuple le respecte. Marina et Karina sont surpris par la différence entre ATU et Ayla. Mais ils accrochent avec les deux, donc c'est cool après ça. Ayla demande la permission à Takuto d'emmener les jumeaux avec elle, afin qu'ils puissent lui faire visiter leurs installations. Takuto lui donne la permission, et juste au moment où Ayla et les jumeaux partent, Emily arrive là, avec son rapport sur les réaffectations de main-d'œuvre. Takuto devient nerveux en recevant le rapport, car c'est sa première fois qu'il traite avec les elfes, sans ATU à proximité. Il réussit tant bien que mal à parler correctement à Emily, et à lui donner des suggestions, pour rendre la distribution de leurs travailleurs plus efficace, mais cela le laisse épuisé. Cependant, son travail n'est pas encore terminé, et Geiya arrive immédiatement avec son rapport. D'un autre côté, les jumeaux font visiter leur ville à Isla. Quand Emily arrive là, elle semble pressée. Mais dès qu'elle voit Isla, elle commence à se plaindre de Geiya, qui casse l'équipement d'entraînement à chaque fois, et lui impose un lourd fardeau. Elle se repose contre les melons arthropodes d'Ayla, en pleurant sur tout le travail qu'elle a à faire. Depuis que Multé est parti et Ayla la réconforte doucement, en disant qu'elle grondera Geiya plus tard. Quelques minutes plus tard, ils vont au terrain d'entraînement, où tout le monde s'entraîne normalement. Mais juste au moment où Geiya y entre, il casse l'épée d'entraînement de tout le monde d'un mouvement rapide. Il leur dit de s'améliorer, car ils ne peuvent pas protéger le pays comme ça. Mais alors Ayla le domine de sa taille, lui disant qu'ils doivent vérifier leurs provisions. Avant cela, Geiya est intimidé et s'excuse d'avoir été emporté.
Maman universelle Ayla commence à lui faire des caresses sur la tête, tandis qu'elle lui dit qu'il deviendra un meilleur guerrier s'il devient calme et mature. Juste à ce moment-là, elle entend une alarme, et les jumeaux lui disent que c'est l'heure du déjeuner. Ils l'emmènent à la cuisine communautaire, où tout le monde mange, et les elfes ont sorti des ustensiles haut de gamme pour Isla. Cependant, elle s'assoit avec le reste des elfes pour manger. Tout le monde pense qu'elle est leur supérieure. Donc elle devrait être mieux traitée. Mais Ayla leur dit qu'elle est une héroïne gardienne. Et elle ne peut protéger les habitants de Minogra que si elle vit avec eux et les comprend. C'est alors que les jumelles arrivent avec des couverts en bois faits sur mesure pour elle. Et Ayla accepte volontiers leur cadeau. Elle serre les filles dans ses bras et leur tapote la tête, ce qu'elle désirait secrètement depuis tout ce temps. Plus tard dans la nuit, elle patrouille la ville, tout en planifiant comment améliorer ses défenses. Quand elle entend quelqu'un pleurer, elle se rend immédiatement à la cabane dans l'arbre, pour découvrir que c'est Karina, qui sanglote et Marina essaie de la consoler. Ayla leur demande ce qui s'est passé. Karina dit qu'elle n'arrive pas à dormir, parce qu'elle fait constamment des rêves des moments plus heureux, quand leur mère était vivante. Quand elle se réveille, elle réalise que ses rêves ne pourront plus jamais se réaliser, et elle se met à pleurer à chaque fois. Les jumelles lui disent qu'elles s'en remettent peu à peu, et qu'Ayla n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle, mais elle a une meilleure idée. Elle serre les filles dans ses bras, leur disant qu'elle dormira avec elles à partir de maintenant, afin que lorsqu'elles se réveilleront, elle l'est à leur côté. Le lendemain, Ayla rend visite à Takuto avec son rapport. Elle suggère de construire une école ensuite, car cela aidera à améliorer la vitesse de leurs recherches, et aussi à promouvoir leurs unités. Elle suggère également de planter une herbe, appelée la canne vivante aux frontières, qui sert de mur, et inflige des dégâts à quiconque tente d'entrer par la force. Ensuite, elle décide de pondre des œufs, qui donneront naissance à des insectes ouvriers, et Takuto est ravi de toutes ces idées. Ayla l'interroge ensuite sur ATU, et il utilise sa sensibilité partagée, pour découvrir que, elle est sur le point de combattre un groupe de monstres. Les monstres se précipitent vers le mur de la ville, mais ATU envoie ses tentacules pour mettre fin à leur vie. En un éclair, la mère antique est aussi avec elle. Elle est absolument horrifiée en voyant le pouvoir d'Atu. Elle commence à bégayer en disant à ATU sa bonne relation avec les jumelles, espérant que cela fera la femme monstrueuse la voir sous un jour plus positif. Otto comprend ce qui a fait qu'Antique se chie dessus. Alors elle lui demande de faire une pause. Elle l'assure qu'elle peut s'occuper du problème. Elle-même et Antique s'excusent immédiatement. Après un moment, Atu fait une pause dans la chasse aux monstres, et un homme bête lui offre du jus. Elle fait remarquer que, elle a commencé à bien s'intégrer avec les gens ici. Au début, il pensait que tout le monde aurait vraiment peur d'elle. Mais grâce à Pépé, cela n'est pas arrivé. Atu s'énerve en entendant le nom de Pépé, car quand il a vu ses tentacules plus tôt, il l'a appelé pieuvre. Atu était discrètement énervé. Tout le monde a commencé à l'appeler pieuvre. Mais avant qu'elle ne puisse se déchaîner sur Pépé, il lui a dit de protéger la ville, pendant qu'il se rendait au royaume principal pour signaler l'affaire. Même maintenant, Atu ne peut que bouder à ce sujet. Mais ensuite Molté l'interroge sur la récolte de compétences. Elle lui dit qu'elle a rassemblé beaucoup de compétences utiles des monstres. Et Molté dit que Takuto sera ravi d'entendre ça. Atu s'excite en entendant ça, et dit qu'elle veut qu'il la complimente beaucoup. Quand soudain, elle sent un autre monstre venir vers eux. Cette fois, c'est un géant des collines. Et Molté vérifie s'il y a de la magie qui le contrôle. Il ne trouve rien d'anormal avec le mana du géant des collines. Et Atu dit que ils doivent trouver la source de ce problème rapidement s'ils veulent retourner dans leur royaume. Juste à ce moment, Antique arrive là, en courant pour les informer du géant des collines. Elle dit que leurs soldats se préparent à le combattre, mais Atu lui dit de se détendre, car elle peut s'occuper d'un géant des collines seule. Elle se précipite en avant et ensuite Molté décide de l'aider, car il n'aime pas rester les bras croisés. Il utilise un sort de magie de qualité militaire appelé Terre de ruine, donnant à Atu un avantage sur le terrain, tout en affaiblissant considérablement le géant des collines. Atu utilise l'épée sacrée, des compétences pour trancher le géant des collines en un coup. Alors, quelque chose de vraiment surprenant se produit. Le corps du monstre disparaît, laissant des pièces d'or à la place. ATU contacte immédiatement Takuto à propos de cette étrange apparition. Elle dit que même Molté n'a jamais rien vu ni entendu de pareil et qu'il ne peut pas non plus identifier les pièces. Takuto lit sa vision à celle d'ATU pour voir les pièces, et il se souvient qu'elles viennent d'un autre jeu, auquel il a joué, appelé Brave Kestu. Juste à ce moment-là, une immense armée de monstres commence à approcher de la ville, commandée par un géant de roche et un Kratos mal nourri, qui a troqué ses lames contre la magie. Kuto le voit aussi et dit à ATU d'être prudente, car cette fois, ils affrontent des ennemis d'un RPG. Au même moment, loin au nord, Santa Selina dirige un groupe de chevaliers pour chasser la sorcière, nommée Hirakino. Alors qu'ils atteignent un village détruit, Selina commence à chercher les signes de la sorcière, quand soudain,
Ces hommes sont touchés par des tirs à la tête simultanés, courant sur le coup. Alors qu'elle se demande ce qui se passe, Hirakino arrive et déclare fièrement qu'elle va gagner. Cette fois, Selena est dégoûtée de la voir, car elle a déjà tué Hirakino 17 fois. Et elle est toujours revenue à la vie, créant plus de problèmes pour elle et le royaume. Elle ne comprend pas comment la sorcière peut toujours revenir à la vie. Et Hirakino dit qu'elle ne comprend pas comment la sainte l'a tuée si facilement à chaque fois. Eriko tente de gagner du temps avec la sainte, mais celle-ci comprend qu'elle prépare quelque chose, la forçant à se dévoiler. Eriko invoque son armée de zombies pour attaquer Selena. Mais celle-ci utilise son pouvoir pour invoquer des flammes sacrées, consumant les zombies. Eriko panique car elle réalise qu'elle ne peut pas non plus gagner contre la sainte cette fois. Selena fonce sur elle, la transperçant avec son bâton, et Hirakino maudit le jeu d'être trop difficile à battre. Elle meurt sur ces mots, mais Selena se demande combien de temps cela durera, jusqu'à ce qu'elle doive affronter à nouveau cette sorcière démente. D'un autre côté, Takuto en dit plus à Ato sur le RPG intitulé Brave Quest, dans lequel leur objectif est de vaincre le roi démon. Les monstres de ce jeu apparaissent aléatoirement, attaquent sans prévenir. Et ils pensent que c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu trouver la source des monstres qui attaquaient Dragon Town. Il dit que ça a du sens, qu'il y ait des unités de différents jeux dans ce monde, s'ils sont ici, car ils connaissent déjà des sorcières qui n'étaient pas présentes dans leur jeu. Il a dit que, puisque Takuto a joué à Brave Quest, ils ont l'avantage de connaître leur ennemi. Il est d'accord, et décide de partager les détails sur l'ennemi et la stratégie gagnante avec Ato. Pendant ce temps, les deux généraux démons reçoivent des ordres du roi démon. Utilisez tous les moyens nécessaires pour conquérir le monde. Ice Rock dit qu'ils ont de la chance que, même en arrivant dans ce nouveau monde, de petits monstres comme les gobelins et les orques se rallient toujours sous la bannière du roi démon. Rodo de Temu, également connu sous le nom de Flamand, est d'accord avec lui, puis Ice Rock ordonne aux monstres de détruire la ville et de semer la souffrance parmi les citoyens, au nom du Seigneur démon. Sur ce, les monstres chargent vers la ville, et Ice Rock décide de les rejoindre. Flamand lui dit qu'il va rester en retrait pour l'instant, mais il a un autre objectif en tête. Cependant, alors que les monstres approchent de la ville, Multé lance le sort de magie militaire, terre de ruines sur une vaste zone. Les monstres commencent à souffrir à cause de cela, mais les démons de haut niveau, comme Ice Rock et son assistant magicien, deviennent encore plus puissants. Ils se demandent quel est ce sort étrange, et le magicien dit que c'est peut-être l'œuvre du héros choisi. Ice Rock est furieux contre lui pour avoir dit ça, car il n'utilise pas le mot en H. Soudain, Ato poignarde le magicien avec une attaque surprise, puis s'approche audacieusement d'Ice Rock, l'identifiant grâce aux détails que Takuto lui a donnés. Ice Rock lui demande qui diable elle est. Et ATU se présente comme un personnage du jeu, appelé Eternal Nation, et déclare qu'elle tuera jusqu'au dernier de ses ennemis. Au même moment, les habitants de Dragonton tentent de repousser l'armée de monstres, en leur tirant des flèches dessus, mais ça ne leur fait aucun dégât. Antique dit aux soldats de continuer à tirer sur les ennemis, pour les ralentir, et elle compte utiliser le temps qu'ils gagnent, pour évacuer les habitants. Elle décide d'abandonner la ville. Mais Multé lui dit qu'il n'y a pas besoin de ça, car ils vont gagner. Antique a décidé de ne faire confiance à personne qui dit na. Je vais gagner, mais Multé montre du doigt les explosions sur le champ de bataille. Il dit qu'ATU affronte déjà le chef ennemi. Et une fois qu'elle l'aura vaincu, toute l'armée de monstres sera facile à vaincre. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Ice Rock envoie des pics de glace pour frapper ATU, mais elle esquive tout en chargeant vers lui. Ne parvient pas à le frapper avec une épée sacrée, mais réussit à abattre un bon nombre de monstres. Autour d'elle, tout cela grâce au conseil de Takuto, qui lui a dit d'utiliser des compétences à large zone. Dans Brave Questu, les héros et les méchants ont des compétences à petite portée pour les combats en 1 contre 1, mais dans Eternal Nation, ils combattent en tant qu'armée et ont des compétences à bien plus grande portée, ce qui leur donne un énorme avantage. Ice Rock demande à ATU pourquoi elle se dresse contre eux, alors qu'elle est elle-même un démon. Il lui demande de rejoindre l'armée du roi démon et de conquérir le monde, mais elle refuse, disant qu'elle est trop occupée à gérer juste un petit royaume, donc elle ne peut pas gérer le stress du monde entier. Ice Rock ne comprend même pas ce qu'elle dit, et ATU réalise qu'il n'est qu'un boss de niveau intermédiaire, dans un petit jeu RPG qui existe, seulement pour être vaincu. Ice Rock ne sait même pas ce que RPG signifie, mais ATU dit qu'il doit se souvenir d'avoir été vaincu par le héros, encore et encore. Cette phrase blesse le cœur fragile du démon géant, et il commence à attaquer ATU avec rage. Elle bloque tout avec facilité et le nargue encore plus, et Ice Rock déclenche son attaque ultime sur elle. To pense qu'elle peut facilement esquiver son attaque lente, mais elle découvre alors que ses jambes sont gelées, comme un effet secondaire de l'attaque ennemie. Elle essaie de bloquer la compétence ultime, mais finit par être touchée. Une boue noire s'écoule de son épaule blessée,
Mais ce n'est pas suffisant pour la tuer. Takakuto poignarde immédiatement le démon avec ses tentacules, le tuant sur le coup, et le transformant en un tas de pièces. Cependant, elle n'est pas fière de sa victoire, mais honteuse d'avoir été blessée. Ses blessures guérissent immédiatement, cependant, mais elle pique une colère, disant qu'elle n'aurait pas dû être touchée par cette stupide et lente attaque juste à l'instant. Son système lui dit, elle a acquis la compétence ultime, d'Ice Rock qui ne rate jamais. Adu réalise finalement pourquoi elle a été gelée. Et elle comprend ce que c'est de combattre des ennemis. De différents genres de jeux, de toute façon. Elle est contente que la bataille soit terminée, et contacte Takuto pour l'informer de sa victoire. Mais elle reçoit alors la nouvelle choquante. L'autre moitié de l'armée de monstres, menée par le général flamand, a déjà atteint Minagura. Un soldat elfe noir court immédiatement au bureau de Takuto pour rapporter que les ennemis sont entrés sur leur territoire. Mais Takuto lui dit de se calmer, car il sait tout ce qui se passe dans son domaine. Ayla dit aussi aux soldats de se calmer, car ils ont la situation sous contrôle. Et Geia et d'autres officiels importants sont déjà en mouvement. Le soldat retourne immédiatement à son poste. Et les jumeaux demandent à Takuto s'ils sont en difficulté. Il leur dit qu'ils iront bien, tant que lui et Ayla sont là. Mais il se sent un peu anxieux à ce sujet. Il a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que les ennemis attaquent leur royaume non plus. Et elle demande à Takuto ce qu'il devrait faire maintenant, car le seigneur démon pourrait être un joueur comme lui. Takuto répond que, peu importe si le seigneur démon est un joueur ou non, car il a fait une erreur en attaquant leur royaume. Et maintenant, ils vont l'écraser. Sur ce, ils partent pour le champ de bataille. Takuto commence à compter leurs forces. Leur principale unité de combat est Ayla. Et ensuite il y a les soldats elfes, sous la direction de Geia. Les médecins ont aussi une capacité de combat décente, en plus de leur capacité de guérison. Et enfin, ils ont les larves auxquelles Ayla a donné naissance. Ayla dit qu'elle a élevé ces larves juste pour le travail. Mais en les renforçant, elles peuvent se débrouiller décemment au combat. Juste à ce moment-là, Takuto reçoit un message d'Inlay, lui disant qu'elle a évacué tous les non-combattants. Peu de temps après, il reçoit un autre message, cette fois de Geia, qui lui dit qu'ils ont découvert que les ennemis ont environ 1000 soldats, y compris des gobelins et des orques. Il y a aussi des créatures étranges, qu'il n'a jamais vues auparavant. Et Takuto lui dit de continuer à défendre la capitale, pendant qu'il finalise sa stratégie. Après cela, Takuto pense qu'il y a de fortes chances. Le général démon dirige l'armée. Et cela peut être un problème. Il élabore rapidement une stratégie, et Ayla pense qu'il va produire en masse des unités de combat avec le mana qu'ils ont accumulé, pour combler l'écart entre eux et l'ennemi. Cependant, le véritable plan de Takuto est tout autre. Il accorde immédiatement tout le mana excédentaire que son royaume a accumulé au cours des dernières semaines à Ayla, la faisant monter de niveau à une vitesse folle, afin qu'elle puisse débloquer les compétences appelées prédation et parasites. Takuto dit à Ayla d'utiliser ses compétences pour anéantir les forces ennemies, et elle répond qu'elle est honorée qu'il ait choisi de lui confier la défense du royaume. Takuto dit qu'après avoir observé la bataille à Dragonton, il a compris qu'Ayla est l'unité la plus forte, de son côté capable de faire face aux ennemis. Et maintenant qu'elle a monté de niveau, cela devrait être facile pour elle. Ayla se prépare à attaquer l'armée démoniaque, mais Takuto la met en garde contre les attaques qui suivent la logique des RPG. Ayla se souvient comment ATU a été pris au dépourvu, promet d'être prudente, alors qu'elle s'envole vers le lieu ennemi. Pendant ce temps, les soldats d'élite de l'armée du Seigneur Démon se demandent pourquoi ils sont même là. L'un d'eux dit que le Seigneur Démon ne sait probablement même pas que Flamand mène les troupes ici. Le chevalier Flamme est choqué d'entendre ça, et le sorcier démon lui dit Flamand essaie probablement de trahir le Seigneur Démon. Alors qu'il commence à lui raconter les potins croustillants qu'il a entendus, ils aperçoivent quelqu'un s'approcher d'eux, mais ce n'est qu'un ogre qu'ils ont envoyé pour explorer la région. Cependant, l'ogre a d'étranges bosses sur tout le corps, et il a l'air de souffrir énormément. Les guerriers d'élite sont sur leur garde, et ils lui disent de rester en arrière. Mais soudain, les bosses sur le corps de l'ogre explosent, et de petites larves en jaillissent vers les démons. Les démons ont du mal à les gérer. Ils décident de battre en retraite, quand ils entendent la voix d'Ayla, leur disant qu'elle est déçue par l'armée démoniaque. S'ils ne peuvent même pas gérer ça. Les démons se demandent d'où vient la voix. Et puis Ayla descend d'un arbre, prête à leur bondir dessus. Elle se débarrasse rapidement de tous les démons, et les mange pour augmenter sa puissance. Mais elle trouve qu'ils ne sont même pas une bonne source de protéines. Juste à ce moment-là, le général démon flamand arrive. Et il est plutôt surpris de voir toutes ses troupes vaincues. Il demande à Ayla de se présenter, avant de révéler qu'il est l'un des 4 généraux démons. Ayla est heureuse d'entendre ça, car elle avait hâte de le combattre. Elle dit qu'elle savait qu'il y aurait un ennemi de très haut niveau à la tête de l'armée, tout comme Ice Rock à Dragon Town. Flamand réalise qu'Ice Rock est déjà mort. Mais il n'en est pas vraiment triste. Il dit à Ayla
Kais Rock était le plus faible des 4 généraux. Et aussi le plus stupide. Donc elle ne devrait pas le comparer à cette brute. Elle lui dit que peu importe sa force, ce qu'il va aussi perdre. Et Flamand n'aime pas du tout cette déclaration. Les deux ne cessent de se narguer. Mais Flamand lui rétorque alors qu'il délogera Takuto de son trône. Et c'est la réplique qui fait mouche pour Ayla et ses adorables, mais repoussantes larves. Flamand active son pouvoir de feu et charge vers Ayla. Et Takuto observe la bataille en temps réel, grâce au sens partagé. Il trouve que la seule chose intéressante sur le champ de bataille, en ce moment, c'est le combat entre Ayla et Flamand. Ces larves, elles, sont en patrouille, et éliminent tout ennemi égaré dans la forêt. Tandis que Geia et ses soldats défendent les frontières de la cité, contre les ennemis qui les atteignent. Les soigneurs sont également prêts, et tout semble se passer normalement. Mais Takuto a l'impression de rater quelque chose. Il demande aux jumeaux s'ils ont remarqué quoi que ce soit, et ils n'en ont aucune idée non plus. Pendant ce temps, Flamand et Ayla sont toujours en plein combat, et Ayla continue de le repousser avec ses attaques vives. Flamand la traite de monstre, et ça l'offense. Alors elle invoque ses larves pour lui botter les fesses. Cependant le démon les calcine en une seconde, et invoque ensuite tout un tas de monstres pour l'aider. Ayla crie à la triche, mais ensuite, elle demande à Flamand si elle peut avoir une réponse à une question. Il lui lance immédiatement des boules de feu, lui rétorquant que ils sont en plein combat à mort. Ayla dévie toutes ses attaques, grâce à l'aide de ses larves, et plante ensuite son dard dans le sol, injectant des larves dans le sol. Elle dit que son roi veut savoir quoi le seigneur démon les attaque-t-il au juste. Et alors, ces larves se feraient un chemin dans le corps des sbires de Flamand, les dévorant de l'intérieur, avant de foncer sur lui. Il les calcine immédiatement à l'aide d'un mur de flammes. Et Ayla reprend son assaut impitoyable. Flamand esquive tout, et lance que, soit son roi lui cache la vérité, soit il est stupide et ne sait rien lui-même. Il demande ensuite à Ayla ce qu'elle pense d'elle-même. Et elle ne comprend pas sa question. Il lui lance un coup de poing ardent, tout en lui disant de répondre à la question, avec la première chose qui lui vient à l'esprit. Ayla le bloque et répond que elle est l'héroïne protectrice de Minagara, et la servante du roi Takuto. Et cela énerve Flamand. Il réalise soudainement que la raison pour laquelle il déteste instinctivement Ayla, qu'elle a choisi de servir son roi, de son plein gré et qu'elle en est fière. Ayla comprend aussi sa situation maintenant. Et elle demande s'il n'est qu'une marionnette, qui est contrôlée par le seigneur démon. Flamand ne peut pas nier cette allégation, et il libère toute sa puissance, déclarant que s'il peut tuer tout le monde ici, il sera libéré du contrôle du seigneur démon. Il crée un pilier de flamme qui atteint le ciel, et l'envoie après Ayla. Elle essaie de l'esquiver. Mais l'attaque de flamme la poursuit, jusqu'à ce qu'elle la frappe. Flamand se réjouit d'avoir gagné le combat, mais il est choqué de voir qu'Ayla s'est protégée, en enveloppant son corps dans un cocon. Elle nargue le démon en lui demandant si c'est tout ce qu'il a, et il lui tire des épées faites de flammes. Ayla esquive tout, et puis Flamand manque soudainement de mana, après avoir enchaîné toutes ses attaques. Ayla lui inflige des dégâts, et Flamand se souvient du seigneur démon, parlant de comment il serait libre s'il conquérait ce monde, et l'offrait à une entité. Flamand réalise qu'il n'était qu'une marionnette pour lui, depuis le début, et maintenant il va mourir sans rien obtenir. Ayla tranche son corps en deux, et Takuto appelle immédiatement, pour la féliciter de la victoire. Il lui demande de retourner à la capitale maintenant, et alors qu'Ayla lui dit qu'elle vient de monter de niveau, après avoir gagné le combat, l'appel se termine brusquement. Ayla et Takuto tous les deux découvrent qu'ils ne peuvent plus communiquer entre eux, et l'instant d'après, Ayla retrouve les jumeaux devant elle. Ils n'ont aucune idée de comment ils sont arrivés ici. Ils étaient avec Takuto tout à l'heure. Et Ayla panique en pensant qu'ils sont en danger. Elle ordonne à ses larves de protéger les jumeaux, sans savoir que Flamand est toujours en vie. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.